la danse. Je peux faire une vidange? Je peux en être direct, les gars. Il l'a fait. Va donc chez... Je vais te vidanger, toi. On démarre bien la semaine. Merci, chérie, merci d'être là. Un ramoneur. Un ramoneur. Ouais, bah, Ramoneur chic. C'est très beau. Hein. bah, ramoneur GG. C'est magnifique. Oversize comme ça, un peu bouffante. Style. Ça ne va qu'à vous. Hein. Ah ouais? Ah bah, Autour de la table, au niveau des garçons, je suis pas sûre. Je vois pas Jean-Michel Jean-Michel dirait avec, bien. hein. Ça va le bal des Sud, le bal des suceurs, ça va. Le lundi, je fais ça très bien. Merci, Géraldine. Ah, ouais. Elle dit toujours la vérité, Non, mais c'est la Géraldine. vérité, je trouve ça très beau. Très Oui. le côté oversize de Jean-Michel. Elle a raison. Si moi je le mets, on me demande de changer un embrayage. C'est clair. Elle a raison. Pas d'accord, ça tirait très bien. Et d'ailleurs, Elle a raison. je pense qu'on va le faire tous les deux, ça. Je te verrai bien avec ça. Changer un embrayage. Merci d'être là, les chéris. Quel bonheur de vous retrouver après ce week-end. Ce week-end, j'espère que vous avez pensé à nous, parce que moi, j'ai beaucoup pensé à vous. Et ce week-end, j'ai été invité, en fait, dans une émission sur France 5. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu. Alors, c'était ma dernière émission en tant qu'invité. Ils veulent tous m'inviter. Je sais pas pourquoi, alors que je déteste ça. Je déteste être invité. Hein. Même chez les gens, je ne vais jamais. Et c'est vrai qu'ils ont voulu m'inviter. Donc, voilà, le rédacteur en chef est très sympa, le producteur aussi. J'ai réfléchi, semaine, 2 semaines. Puis il y a Lionel Stan, qui est mon bras droit. Enfin, un de mes bras droits, parce que j'en ai 17. Enfin, mais c'est le directeur général. Je sais pas pourquoi il voulait absolument que j'y aille. Alors, je sais pas si, voilà, comme c'était ses potes en plus, voilà, il voulait que j'y aille, donc. J'ai dit, bon, allez, on y va. Et donc, j'étais invité sur le service public. C'est là que j'ai démarré, donc j'étais très heureux. Et après avoir fait France Info, c'était sympathique. Donc là, j'étais sur France 5, dans la première de l'émission C'est médiatique. Alors, très sympa. La présentatrice, très sympa, etc. Et voilà, ça démarre, quoi. Ça démarre, c'est sympa, ça démarre, voilà. Bon, voilà, c'est pas... Voilà, je sais, forcément, vous m'avez pas vu, très peu de gens m'ont vu, je crois que ça fait 200 000 téléspectateurs. Donc c'est vrai que voilà, je serais sorti de chez moi, j'aurais fait plus. Bon. Non mais c'est vrai, bon moi je suis arrivé en détente, je sortais du paddle, en jogging, sans rigoler. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai enregistré, parce que l'émission n'était pas en direct, j'ai enregistré à 13h, à 12h15, j'étais en 3e set les gars. C'est pas une vanne, j'étais vraiment en 3e set. Donc j'étais avec Zamour et Marek, 2 amis qui font du paddle et qui faisaient Rosh Hashanah. Et donc, voilà, donc j'étais avec eux et avec Quentin Chauvineau, un ami à moi. On appelle Cocotier parce que il y a des très grosses couilles. Oui. Ouais, je vous raconte tout, hein, je vous raconte tout. Quentin Chauvineau, voilà. On l'appelle Cocotier parce que voilà. Demain au boulot, il va être. Je le vois demain en plus, donc voilà. Quentin, si tu me regardes, voilà, je l'embrasse. Donc, j'étais en 3e set, tout ça. Donc là, je vous dis la vérité. Je suis même arrivé sale là-bas, j'ai même pas pris de douche, j'ai pas eu le temps. Non. J'avais le cheveu, mais luisant. Ah, je vous le dis. Donc je suis arrivé là-bas, moi j'ai dit vas-y, il faut que j'y aille. Voilà, donc j'arrive en jogging, j'étais tout gentil, tout poli. Regardez. Avec nous, un invité qui fait beaucoup parler de lui. Il est incontournable dans le paysage médiatique aujourd'hui. Si. Bonjour, Cyril Hanouna. Ça va bien ? On est ravis de vous recevoir à France Télé. Qui l'eût cru ? Je suis très heureux de venir parce que ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Merci à France Télé. De long. Et donc les chéris, donc voilà, j'arrive, je vous dis la vérité, j'avais la gueule en biais. Tu sais qu'ils m'ont maquillé sur le plateau, je suis arrivé, j'étais éclaté, j'avais le cheveu encore. Je te dis, il y a 15 minutes encore, j'étais à service, vas-y, bah serre. Bah vas-y, Cocotier, bah serre, ouais. Donc voilà, donc bon, après, il m'avait dit, ouais, on veut vraiment que tu sois le premier invité de la saison, c'est important pour nous, voilà. Et donc, bon, je me suis dit, bon, ils vont me faire que je vais arriver, bon, ils vont me régaler, tu vois, voilà. T'es le recordman de France en quotidienne, tu fais 2 millions tous les soirs, les gens sont sympas, les chroniqueurs sont heureux, voilà, t'as un grain de peau magnifique. Moi je m'attendais, voilà, tu vois, voilà, je m'attendais à ça. Et j'ai vu qu'ils étaient belliqueux. Ah oui. Ils étaient belliqueux, ils avaient envie d'en découdre. Ah ouais. Bon, le problème, c'est qu'ils auraient pu m'en mettre 25 comme ça, ils m'auraient touché une couille sans faire bouger l'autre. Donc c'est vrai que bon, ils étaient belliqueux, mais bon, c'était pas non plus, voilà, c'était pas des loupards, comme on dit. Hein. Donc ils avaient prévu de me taquiner un peu, alors j'ai continué à être poli.
j'ai parlé de tous les gens que j'aimais bien. Et toujours avec un... Et puis moi, voilà, je dis toujours un truc gentil, puis un petit cadeau derrière. Aujourd'hui, je vous le dis, et je l'ai dit la dernière fois, j'aime beaucoup Yann Barthès, Mais j'aime Cyril, beaucoup 25. Anne-Elisabeth Lemoine. Mais aujourd'hui, l'émission qui cristallise le plus les téléspectateurs, c'était PMP. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de passer, et je vous aime beaucoup, de passer devant France 5. Et là, l'animatrice me dit, et c'est là que je vois, c'est quand même des génies, et je l'aime bien, elle était très sympathique, je vous jure que c'est vrai, Mélanie. Elle me dit, vous en êtes encore loin. Oui. Sauf qu'on est devant France 5 là vendredi. Là, on est égalité parce que le week-end a été moins bon pour C8, mais on était devant France 5. Donc déjà, erreur. Bon, j'ai rien dit, j'ai laissé passer, j'ai dit bon, ça va. Je l'aurai assez mis de tanner comme ça, je vais pas continuer. Hein. C'est bon. Et puis, à un moment, c'est vrai qu'à un moment, j'ai dit, je suis un petit peu le Ibrahimovic du PAF parce que je dis des phrases que personne ne comprend. Je voulais juste, pour les énerver un peu, parce que moi, j'adore, moi, les énerver, je voulais leur dire, bah, regardez, ça vous fait pas plaisir de recevoir une légende sur ce plateau qui est... Non, mais franchement, j'ai dit, les gars, vous avez reçu qui avant, sans déconner, les boules de Motus? Non, mais franchement. Voilà, donc bon, j'étais gentil, voilà, j'ai dit, bon, alors moi, j'aime bien, parce que j'ai vu qu'ils voulaient... En fait, c'est comme si j'étais dans une ruelle, ils voulaient m'attaquer. Mais bon, voilà, il y avait Benoît d'Aragon, c'est un journaliste parisien que je connais depuis des années. Et plein de fois, je l'insulte, il m'écrit, après je le réinsulte, après il me réécrit. Ouais, c'est assez cordial, on s'aime bien. Il a voulu me clasher sur quelques petites erreurs qu'on a faites dans TPMP, genre la semaine dernière sur une illustration. Ah oui. Mais le gars, c'est quand même, il est au Parisien, le gars. C'est le chameau qui se moque du bossu, quoi. Vous lui avez bien dit Non, d'ailleurs. mais ils n'ont pas retrouvé le Ligonnès. Ah bah si, bah regarde. Soir, vous avez diffusé dans TPMP des vidéos qui tournaient sur les réseaux sociaux Ça, depuis 24 ça, heures. tout le monde a fait Des l'erreur. zombies à Rouen. Quelques heures avant l'émission, Libération publiait pourtant un papier pour dire que ces vidéos montraient des On lit pas personnes Libération en chez nous. handicap et On n'est ou pas des les personnes seuls, alcoolisées. Mais quelle est votre réaction? Est-ce que vous passez un savon à vos équipes? Écoutez-moi bien, quand le Parisien, vous travaillez au Parisien, quand ils ont fait la une avec on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, je pense que c'était beaucoup Mais plus je grave crois qu'ils se de sont- se tromper d'image. C'est vrai, les gars. Le gars, il a mis en une Xavier Dupont de Ligonnès. Ils ont mis, on l'a retrouvé, frère. Non, mais il vient me parler de moi d'une erreur d'illustration. Non, mais frère, quand tu grimpes à l'arbre, vérifie que t'as le cul propre. Non, mais c'est vrai. Non, mais excuse-moi, sans déconner, c'est vrai. Grimpe pas comme ça avec un slip blanc. Non, non, non. Non, pas comme ça. Non, non, bon. Je l'aime bien, voilà. Après, moi, je me dis, voilà. Après, les chéris, moi, vous savez, moi, quand on m'attaque, le problème, moi, c'est quand on m'attaque avec un couteau suisse, j'arrive avec une calache. Bon, bah oui, c'est le problème que j'ai. C'est insupportable. Et les gens veulent m'attaquer. Donc après, bon, ils m'ont parlé de complément d'enquête qui prépare une émission sur moi. J'ai dit la vérité. Franchement, c'est un honneur. C'est la première fois qu'un animateur télé a un complément d'enquête sur lui. Oh, les gars. Oh. Légion d'honneur, là. Franchement, c'est fort. J'espère juste que ça va faire un record d'audience, que j'ai pas la chouma le lendemain. Non, mais c'est vrai. Donc, alors, eux, ils sont persuadés que ça me fait peur. Et je leur ai dit qu'avec Jacques Cardos, qui est là, ancien de complément d'enquête, on préparait un reportage sur complément d'enquête. Bah ouais, c'est comme ça. Et là, j'ai senti que, bon, ils se sont dit... C'est du lard ou du khalouf? Regardez. Il y a plein de gens qui me contactent, moi, qui me disent j'aimerais bien témoigner pour enquête de complément. Ce sera à l'antenne en janvier. Donc vous Et- allez demander à des journalistes d'enquêter sur les journalistes de complément d'enquête. Exactement, voilà. Et comment, sur complément d'enquête. Donc on est en train de le faire. Et j'ai plein d'anciens de complément d'enquête qui m'ont déjà contacté sur les réseaux pour me dire, voilà, j'aimerais parler et j'aimerais témoigner. Très Ah bien. bon? C'est des génies, mais je les adore. Donc voilà. Non, bah attends. Non, mais vous voulez faire un truc. Attendez. Parce que ce qui était drôle, c'est qu'après, ils ont commencé à mal parler du Puy du Fou. Ah ouais. Moi, je suis jamais allé de ma vie. Mais oui. Je sais pas, le Puy du Fou, j'aime bien les fous, moi. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave. Et puis bon, en vérité, c'est ce qui est très drôle, c'est que je leur ai dit, ouais, j'ai fait une enquête sur le Puy du Fou. Hein. J'ai pas fait d'enquête du tout, les gars. Parce que vous me voyez vraiment, moi, arriver avec ma pipe comme ça sur le Puy du Fou. Hein, non, mais sérieux, vous voyez me faire une enquête sur le Puy du Fou, je suis 10 heures sur 12 au paddle, et les 12 heures sur 20, je suis au bureau. Enfin, je passe devant le bureau. Donc, ils m'ont mal parlé du Puy du Fou. Et alors ça, c'est incroyable parce que je leur ai dit, en fait, je pense que c'est la meilleure phrase du truc. Je lui ai dit, on va faire un complément d'enquête. On va faire une enquête de complément sur le complément d'enquête du Puy du Fou. Et regardez les teutés, elles sont folles. Regardez les teutés. Puy du Fou, je ne sais pas ce que va faire Philippe de Villiers et je ne sais pas s'il va les attaquer ou pas, mais
sur le Puy du Fou, il n'y a que des inepties. Et peut-être qu'on fera une enquête de complément aussi sur le complément d'enquête du Puy du Fou. On ne sait pas. Rien les pauvres. Mais ils veulent même plus parler, ils ont dit il y a un ouf sur le top là. Avec qu'il y avait mon ami Thierry Moreau aussi, donc voilà, même Thierry il se dit bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors après. Ils ont forcené le gars. Ah non mais sans rien, non mais voilà. En conseil de classe, c'est devant les profs. Non mais ils ont ramené un forcené sur le plateau. Bon et là ils m'ont lancé sur différents sujets. Et je vais pas vous mentir, moi j'étais plutôt chafouin. Non, là je venais sortir d'un. Et déjà, j'ai pas pu finir mon match. Donc vous imaginez, je pensais qu'à ça. Non mais sans déconner. Plus voilà, j'étais pas bien à la regarder. Les gars, vérifiez un petit peu, voilà, avant. Mais sur Vérifier l'image. un petit peu, c'est peut-être pas suffisant. Sur l'image des drogues. Écoutez, vous savez, je gère mon émission comme je veux. Avant l'émission Libération publiait pourtant un papier pour dire que ces vidéos montraient des On lit pas personnes Libération en chez nous. handicap. Pourquoi, je vais vous poser une question. Pourquoi on fait les mêmes sujets que BFM? Pourquoi nous on fait 1,5 million à 2 millions? Et pourquoi ils font 200 000? Alors. Allez, ouais, je suis allé. Je suis obligé. Je suis obligé. Bon, et puis après, ils ont abordé l'émission politique que je veux mettre en place, là. Et donc, c'est très prochainement sur C8. Et là, j'ai été franc, quoi. Voilà, j'ai fait du baba, quoi. Je suis pas sûr. Je les aime. En plus, je les ai bien kiffés. Même la Mélanie et tout, c'est sympa, ça. Mais je suis pas sûr qu'ils me réinvitent un jour. Pas sûr. Aujourd'hui, j'ai jamais vu un tel bordel à l'Assemblée nationale qu'en ce moment. C'est n'importe quoi. Donc je me suis dit, autant créer une petite avec des gens qui peuvent parler et qui peuvent s'écouter que... Qui seront des personnalités politiques. Oui. Exactement. On sait déjà qui y aura autour de... Ça commence, oui. Et pour l'instant, il nous manque que les insoumis. Vous avez tout le cercle politique sauf les insoumis. Sauf les insoumis. Donc, Et Raquel Garrigou ne veut plus venir alors. on lui a pas demandé. Des insoumis, c'est celle que je supporte le plus. Non, je voudrais dire, j'ai quand même un génie à côté de moi, Gaspard Ranzer. Il y a de l'ironie Réussi dans à cette faire élire réflexion. François Hollande, c'est quand même incroyable. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous allez l'inviter François Hollande. À part s'il veut m'amener des croissants, mais non. Bon, terminé. Les chéris, on a rigolé. On a rigolé, mais moi, et je vais vous le dire, restez avec moi, parce que ça m'a donné l'idée d'une nouvelle émission. Géraldine, tu pourras me poser la question tout à l'heure, mais ça m'a donné l'idée d'une nouvelle émission dont je vais vous parler dans un instant. Je vais lancer une nouvelle émission sur C8 grâce à toute cette petite bande. Et je vais les remercier d'ailleurs, et je mettrai leur nom tous les jours. Avant l'émission, ça sera A, Mélanie Taravant, Benoît d'Aragon, Thierry Moreau, je mettrai tous les noms. Et chaque semaine, quand l'émission passera, ça sera ça. Je vais vous dire ce que ce sera l'émission dans un instant. Les chéris, restez avec nous. Et puis dans un instant, invité incroyable, exceptionnel, Benjamin Castaldi. Ouais. À tout de suite, petite beauté, à tout de suite. Il est 19h14. On est en direct. Dans Paf avec Baba, merci d'être là. En ce lundi, quel bonheur d'être avec vous, je vous jure. Mais on pleure de rire, des darkams, mais extraordinaire. Dans un instant, Benjamin Castaldi fera son grand. Ouais. Il est là. J'ai décidé qu'il fasse une entrée. C'est mérité. Voilà. Alors, mérité. on était sur C'est médiatique d'hier, chérie. Et Géraldine, tu avais une question. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, donc quand j'ai vu l'émission, la deuxième partie, il y a deux chroniqueurs politiques. Ouais, très sympa, Franck Louvrier. Franck Louvrier. Alors l'année dernière, moi je me souviens de Franck Louvrier qui dégommait à longueur de soirée dans l'émission de Karim Rissouli TPMP. Ah, et je me suis dit qu'il allait être un tout petit peu courageux. Et en fait, il n'était pas du tout courageux. Il s'est aplati comme une carpette et j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'il aurait pu. Mais il est sympa maintenant. Ouais, mais moi j'en ai marre des gens qui sont sympas quand ils sont face à vous et quand ils sont à la télévision, dans l'émission. Le problème, quand t'es pas sympa face à moi, c'est un peu relou aussi. Ouais, mais au moins ça a le mérite d'être un peu honnête, justement, un peu franc. eh ben, peut-être qu'il va faire une bonne ambiance quand même, hein, déjà. Une bonne ambiance. Ouais, c'est vrai que... mais Franck Louvrier est très sympa. Oui, il a été très sympa, mais je comprends pas pourquoi il nous dégommait l'année dernière. Alors, tu veux que je te dise, Géraldine, très bonne transition, ma chère. Bravo, une fois de plus. Je sais pas. Puisque je vais vous parler de ma nouvelle émission. Ma nouvelle émission, elle va arriver, bien entendu, sur C8, comme d'habitude. On est ici, on reste ici, on est une famille. Ça va s'appeler 10 contre 1. 10 contre 1. Un invité face à 10 détracteurs. 10 contre 1. C'est moi qui vais faire la première. Génial. Parce que je me suis tellement amusé que j'ai dit, j'aimerais bien
avoir 10 personnes qui viennent. Voilà, vous dégomment. et qui viennent me dégommer. Donc voilà, n'hésitez pas, on va les choisir, on va les trier sur le volet. Hein. Trier, peut-être qu'il sera courageux. Bah, voilà. Mais moi je l'aime bien, Franck Louvrier. Oui, mais voilà. Bon, voilà. Et donc les chéris, Ça m'énerve, je serai le premier invité. Et après, bien entendu, Hypocrite. on fera ça avec plein d'invités, politiques notamment, et qui seront face à 10 personnes. Et ce seront des personnes qui sont venues pour justement ces 10 contre 1, c'est des détracteurs. Est-ce que ce sera politique aussi? Bien sûr, je viens de le dire. Ouais. Merci. C'est fou. J'ai dû me déconnecter. J'ai dû me déconnecter. Hein, c'est tout simple. Fais gaffe. Non, Ouais. moi, c'est une question qui est peut-être un peu plus accessoire par rapport à tout ce qui a été dit d'intéressant avant, mais je suis resté bloqué sur Cocotier. Vous avez dit en début d'émission qu'il avait d'énormes couilles, donc ma question est comment vous le savez? Comment je le sais, tout simplement Est-ce que vous avez des choses à nous révéler, Non, des mais choses pas du tout. C'est un ami avec. Il était en vacances avec moi. On est une petite bande. Ah, quand vous êtes en vacances avec des gens, tout le monde se monte les couilles. Ah, bien sûr. Ah, oui. M'invitez jamais, hein, m'invitez pas. C'est la tradition. C'est la tradition après le déjeuner. Exactement. Exactement. Mais moi, on m'appelle Noisetier, moi. Voilà. Merci les chéris. Allez, je suis content. Sur mon frérot Benjamin Castaldi, c'est pour ça. Voilà. Il vient nous voir pour nous présenter sa pièce de théâtre. Bungalow 21 qui fait déjà un carton. Ce sera du mercredi au samedi à 21h et le samedi à 16h au théâtre de la Madeleine. Il faut qu'il raconte la vraie histoire de ses grands-parents, Yves Montand et Simone Signoret. Il est là, Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi qui est avec nous. Bah mon Benji d'amour. C'est beau le. Bah ouais, on a récupéré ton cachet. C'est ça, je me suis dit. On a pu en mettre un peu dans le décor. Ah oui, c'est voilà, c'est très Ça va beau. mon bébé? Très bien. J'avoue, on s'est très souvent au téléphone. Oui, oui. C'est vraiment ça fait pas tous les jours quasiment. Bah, tous les jours quasiment. Tous les jours quasiment, j'ai Benjamin ou par SMS. Et cet été, je l'ai souvent eu, mon chéri. Comment ça va? Super bien, je suis très heureux. Super forme, t'es magnifique. Je suis en pleine forme. T'as un magnifique costume en bubuc. Alors pour les bonnes habitudes, vas-y. En même temps, c'est mieux que d'être déguisé en mécano. Si tu veux, je peux te faire la vidange. Avec plaisir. Bon, en tout cas, on est très heureux de te voir, mon chéri. Je te voulais lundi. Il ne savait pas de venir cette semaine. Je dis, non, je te veux lundi direct. Lundi On direct. m'avait dit 20h10, mais ça a changé. Voilà. Non, mais ça change souvent. Oui, T'inquiète pas. je sais. Bah, non, rien ne dit que tu resteras pas jusqu'à 20h10. En plus, ça, t'es pas payé, donc je peux te dire que tu vas rester. Bungalow 21, du mercredi au samedi à 21h, le samedi à 16h. Tu nous en as parlé ici. C'était ton projet. C'est vraiment. Je suis tellement heureux que ça arrive. Et que enfin, ça arrive au théâtre parce que Benjamin, il nous en parle depuis peut-être 2 ans, tu m'en parles. Ah ouais, ça fait 4 ans même. Ouais, moi, 2 ans que tu m'en parles. Ouais, bon, non, mais c'est vrai. Parce que, mais c'est né en fait pendant le confinement, le premier. Et non, je suis très heureux. Franchement, alors, on va voir la bande-annonce de cette pièce avec Emmanuel et Mathilde Seigné. C'est de Eric Emmanuel Schmitt, mise en scène par Jérémy Lippmann. On va regarder la bande-annonce. Tu vas nous raconter ce qui se passe et ce que tu as fait. C'est parti. Bienvenue au Bungalow 20. Scandale à Hollywood. Le couple le plus célèbre d'Amérique n'existe plus. Arthur Miller et Marilyn Monroe divorcent. Suite au tournage du film Le Milliardaire, la rumeur d'une liaison avec la star française Yves Montand va bon train. Yves Montand, Marilyn Monroe, leur relation Arthur Miller et Simone Signoret écartés, mais que s'est-il passé derrière les murs du Bungalow 21 du Beverly Hills Hotel? Cette histoire dépasse largement le petit monde des studios hollywoodiens. Et le scandale se répand comme une traînée de poudre jusqu'aux rues de Paris. Un scandale, Yves Montand, Marilyn Monroe. Suivez toute l'affaire dans notre numéro spécial à partir de septembre 2023 au Théâtre de la Madeleine. À partir. Il y a dit quoi là? Et bah ça y est donc, et ça cartonne. Ça va pas mal. Oui. Non, ça marche très fort. Non, ça marche bien, ça on marche l'a dit, là, on me l'a encore dit ce matin, Ça marche avec bien. mon ami Jean-François Lancelier. Panier parce qu'elle avait envie d'être avec lui. Ils devaient rester 3 mois ensemble. Il y a eu une grève, comme il y a maintenant d'ailleurs à Hollywood. Du coup, ça a pris du retard. Elle est partie
à Rome faire un film. Entre-temps, elle a l'Oscar et elle a laissé son mari avec Marilyn Monroe. Et généralement, dans ces cas-là, voilà, c'est boulette. Non, Voilà. c'est vrai. Voilà, donc du coup, voilà, il a dit, quand on est avec Marilyn Monroe, c'est rare qu'on dorme dans la salle de bain. Donc, Ah ouais. si vous faites un film avec Margot Robbie, vous par exemple. Pas du tout mon délire. Ouais, bon, alors, je sais pas, moi, avec qui par exemple? Avec toi. Ouais, ah merde. Ah, merde. Simplement. Ah, voilà, Oui, donc, oui, avec toi, ça peut me chauffer. T'es petit. et donc c'est vrai qu'il voilà, il y a une liaison, ça c'est su. Et le problème c'est que ma grand-mère, voilà, elle a appris. Non, c'est chaud. Elle a été la cocu la plus célèbre du monde, puisque le monde entier l'a appris. Il y a eu toute la presse du monde entier, de l'Italie à Tokyo, en passant par. Voilà, et ça a été terrible pour elle. C'est ça que tu racontes. C'est ça que je raconte, voilà. Et mon temps, il a essayé de recoller les morceaux, mais il a fait beaucoup de mal. Voilà. Donc c'est à la fois très drôle. Fort. C'est à la fois très drôle parce que mon temps, il avait beaucoup d'humour, il avait une mauvaise foi absolument incroyable. Parce que quand il dit à sa femme, enfin franchement, maintenant, depuis que je suis avec elle, elle n'est jamais en retard sur le plateau de tournage, il faut qu'elle ose dire ça à sa femme. Et voilà, donc on est très fiers, c'est une très belle pièce. Et j'espère que les jeunes vont venir, parce qu'il y a pas mal de personnes de plus de 50 qui viennent, parce qu'ils connaissent l'histoire. Mais franchement, il faudrait que avec les moins de 30 voient ça, parce que c'est moins de 20, moins de 30. Voilà. Daniel va y aller. Oui. C'est vrai. T'en parles des moins de 30. C'est vrai, tu vas y aller, toi. Tu vas y aller. Tu vas y aller. Toi, tu connaissais cette histoire, toi. Bien sûr. Ah oui. Mais oui, en fait, c'est vraiment un peu le début de la fin pour Simone Signoret. C'est le début de la fin, mais c'est aussi le début du reste, parce qu'après cet épisode, elle a fait une deuxième carrière où elle a fait tous les grands films. Oui. Le Chat, La Veuve Elle Poudlard. elle s'est laissée aller, on peut le dire. Elle s'est laissée un peu aller. C'est toi qui as eu l'idée de Ouais. pièce. Ouais. Comment ça s'est passé? Donc c'est toi qui as En fait, j'étais avec mon camarade Philippe Sol, que tu connais, qui m'a dit c'est un amour. Il m'a dit tu devrais essayer de monter quelque chose autour de cette histoire. On a fait un petit dossier, comme on fait comme on est étudiant. J'ai dit à qui on pourrait demander d'écrire la pièce. J'ai été voir Schmitt, j'ai mis 1 an avant le rendez-vous. des cuisines. J'ai mis 1 an avant le rendez-vous. Ouais, c'est vrai Non, mais évidemment, il m'a dit ça peut m'intéresser. Il s'est fait attendre. Il m'a dit 1 fois, 2 fois je vous rappelle, 3 fois je vous rappelle. Et à la fin du premier confinement, il m'a dit viens à la maison et on s'est enfermé 1 semaine. Dans la cuisine. On s'est enfermé chez lui et donc voilà, je lui ai amené tous les documents que j'avais personnels et la correspondance T'as entre. signé les yeux fermés, du coup T'as pas changé, toi. Bravo. Non mais ça va, c'est un ami, ça va, c'est un ami. Je l'adore, Benji, je te jure. Benji, donc c'est toi qui as eu l'idée. Bah oui, je te l'ai dit déjà 2 fois. C'est toi qui produis ou pas? Je coproduis. Donc c'est. On parle de producteur à producteur là. Tu t'en sors? Ça va. C'est une belle saison. T'as fait une belle saison, Dieu bénisse. Ça va. Non, ça va. Parce que moi, c'est ça qui compte pour moi. Non, ça va, ça pour va. toi, parce que pour toi, ça va. Ça va. J'ai toujours besoin de 500 000, mais bon, si t'as. Demande-le au cuisine. Non, mais je peux vous dire, je vous dis, ça va être un carton. C'est la pièce de la rentrée. Et je suis tellement heureux pour Benji. C'est toi qui as choisi Mathilde Seigné? Ah, Mathilde, je la voulais absolument, mais elle avait 4 ans pour la convaincre. Et c'est elle qui a eu l'idée d'engager sa sœur. C'était un pari culotté. Mais du coup, ils sont tous incroyables. Mais ce qui est fou, c'est que. Ouais, j'adore. Et Michael Cohen est incroyable, Vincent Metterl est incroyable, Clément Moreau. Vraiment, j'y vais tous les soirs. Je suis tous les soirs avec eux. Ah ouais. C'est mon bébé, donc je le vois évoluer. T'as donné des conseils de mise en scène ou pas du tout? Non. Non, j'étais. Comment tu voyais les choses? Moi, j'étais le garant un peu du temple pour mes grands-parents, donc il fallait pas que l'image de mes grands-parents me dérange. Ouais. Et là, je suis très content et voilà, franchement, je suis extrêmement fier. Voilà, Tu vas au théâtre tous les soirs là. tous les soirs. Le temps que ça se quand ça roulera. Donc ça, tu fais ça. Donc là, c'est ton projet numéro 1. Numéro 1 et puis après. T'as d'autres projets? Bah non, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait d'autre? Allez. Non, c'est lourd. Allez. Voilà. Non, moi, ça peut cool. On dirait Peter Ustinov. Il y a un gars oui, qui encore, joue dans c'est Agatha gentil, Christie, hein, frère. franchement. Mais sans déconner. Il y a une peu con, on dirait qu'il a un faribage sur la tête. Voilà, Non, et là, après, ça, c'était méchant, j'aime pas. Non, c'est bon, Non, c'est un connard. Non, c'est du Verdès. C'est du Verdès, c'est du Verdès. Moi, je dis les choses, genre, Oui. bon, j'en ai plus rien à foutre, moi. Et après, non, dans les projets, j'ai une série télé qui, j'espère, va bientôt arriver. La Ouais, télé, tout ça. sûrement une plateforme. D'accord. Mais ça, C'est quoi l'histoire? L'histoire, ça se passe en 2025.
Et là, c'est là maintenant. Et il y a la première chaîne d'Europe, on ne citera pas, qui a des gros problèmes d'audience. Non, ah ouais. Et ils se disent pourquoi est-ce qu'on ne relance pas une télé-réalité comme on en a fait une il y a 20 ans. Et ils rappellent le producteur qui avait fait le succès de la chaîne il y a 20 ans. Et chez nous, ça. Alors, oui, c'est chez vous, enfin, le programme. Enfin, je ne voulais pas rien voler, hein, rassurez-vous. Et donc. Pas vérifier. Et après, il relance une télé-réalité qui va très mal se passer. Voilà. Ah ouais, fort. Ça, c'est signé Non, ça, c'est en développement, c'est signé. Ouais. Mais dis-moi, mais c'est fou, ça, t'as plein d'idées. Mais ça vous a échappé pendant 7 ans. C'est fou, ça, je te jure, c'est pas, tu vois. C'est marrant, hein. Mais non, mais je suis très content pour toi, mon chéri. Et bon, et là, tu nous manques. Je te le dis. Ah ouais. Vous manquez aussi. Hein. Ah, je te jure, tu nous manques. Dis-nous la vérité. Quand tu vois arriver 18h40, est-ce que tu as une petite race? Évidemment. D'abord, je suis devant ma télé, très souvent. Ça a été mon frère. Mais lui, alors je voudrais dire, lui, c'est un mec, mais je l'aime. Il le sait que je l'aime et que. Non, mais ça manquait, mais j'étais honnêtement, quand je vois l'émission et quand je vois de ce dont vous parlez, franchement, je suis mieux chez moi. Ah ouais. Pourquoi tu le sens pas pas du tout. Réagir sur la non, pas du tout. Vers de moins en moins, franchement. Vous avez vu les chats Non, rien. J'ai arrêté les chats, tout. Non, mais voilà. C'est le Chagate qui t'a. Le Chagate, non, mais le Chagate m'a pas échaudé, mais. Non, mais c'est-à-dire, toi, tu aimes bien parler de télé. Il a regardé même la série, il a fait une série sur la télé. Donc c'était, honnêtement, je l'ai dit, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, les 6 derniers mois, voilà. Je t'ai payé à rien foutre, bon, je l'ai dit. J'adore, il l'a dit, j'ai dit, il a tellement raison. Oui. Il l'a dit, lui, il l'a dit, parce qu'il y en a plein ici, j'attends qu'il le dise. Non, mais. Moi, ça fait 13 ans. Donc voilà, et après, voilà, c'était plus possible d'être là et juste être là pour. On a fait le tour de mes femmes, de mes dettes. De mes petits yeux, de mes seins. On va te laisser avoir. On va te laisser avoir des nouvelles femmes, des nouvelles dettes et tu reviendras. Voilà. Ok. Voilà. Tu seras toujours le bienvenu, mon chéri. Et non, mais si tu es heureux, moi je suis très heureux pour toi. Et vraiment, mon Benji, c'est vrai que moi, tu te rappelles de ta première dans TPMP? Ah oui, enfin je me rappelle, oui. C'est le 5 septembre 2016. Ah oui. Tu te rappelles? Tu veux la revoir? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est des images à moi, donc je c'est gratuit. C'est gratuit. Regarde. Et le féliciter, il vit un amour fusionnel, voilà, et ça nous fait plaisir parce qu'il est très en forme. Et la bonne nouvelle, et vraiment je suis très très heureux de ça, c'est que Benjamin Castaldi rejoint l'équipe de Touche pas mon poste, il est là. Ça va mon chéri d'amour, merci d'être là mon mari, merci mon chéri, merci beaucoup. Je suis très content. Bon Benjamin. Bon. Les chéris, bon Benjamin, est-ce que tu es content d'être avec nous? C'était un peu long, un peu latente, mais c'est bien. Mon Benjamin. Il y avait déjà remarié, j'ai vu dans le barco là. Il y avait déjà une petite blague. Oui. Alors, remarié. Tu as laissé de très beaux souvenirs ici. Tu as passé 7 ans avec nous dans TPMP. Et à tous les gens qui t'ont côtoyé, tu as laissé des souvenirs. Tout le monde t'aime. C'est vrai. Que ce soit les équipes techniques, la prod, la sécu, les journalistes. Figure-toi que ce soir, certains d'entre eux ont voulu partager un souvenir marquant qu'ils ont vécu avec toi. Je te propose de les découvrir. Ils vont s'afficher dans l'écran. Ouais. Dis-moi lesquels tu veux écouter en premier. On a Mokhtar. Mokhtar, donc voilà, Mokhtar, mon ami. Mokhtar, voilà, qui est là, il n'est pas là, il n'est pas là. Sacha, qui produit PAF et qui produisait le 6 à 7. Ouais. Sixtine qui s'occupe des chroniqueurs et qui prépare Koh-Lanta, comme vous pouvez le voir. Et Adèle qui s'occupe du partenariat et des cadeaux. Est-ce que tu veux savoir? Par ordre de saloperie, je vais prendre Adèle, comme ça on s'en débarrasse tout de suite. Adèle. Allez, Adèle. Benjamin, j'espère que tu vas bien. J'ai énormément de souvenirs avec toi, énormément. Bon, on va pas revenir sur les bouquets de fleurs que tu récupérais pour les donner à ta femme au moment de la Saint-Valentin. On va pas revenir non plus sur la trottinette, les 3 trottinettes électriques que tu m'as demandé. Mais moi, mon plus beau souvenir avec toi, il est récent. Il y avait par exemple le séjour que tu m'as demandé dans un parc d'attractions pour ta famille. L'organisation de ton déménagement, franchement, ça c'était sympathique. J'ai que de très très bons souvenirs avec toi. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À plus tard. Ciao. Merci Adèle. Alors, tout est vrai. Effectivement, c'était le parc qu'on ne citera pas. Voilà. Bien sûr. C'était pour mes enfants. Bien sûr. Voilà. Mais comme on était partenaire de l'émission, pourquoi on peut en profiter? Quant au déménagement, ça coûte un bras. Et comme je passe mon temps à déménager tous les 6 mois, au bout du 5e, j'ai dit il faut que je trouve un. Là, t'es calé là? J'espère, on verra. Ça peut encore changer. Hein. Ouais, tiens-moi au courant. Moi, je vous dirai, le prochain déménagement, je vous rappellerai. Pour rien. Voilà. Je sais qu'il y a toujours une place chez vous. Toujours. Toujours. Tu sais que, toi, toujours. Alors, tu veux écouter quelqu'un d'autre? Alors là, ça devrait être Mokhtar. Ah, Mokhtar.
Casta, tous les jours, il voulait se taper avec moi. Tous les jours. Je pense qu'il est assuré. Et des fois, il me disait quoi? Même tout le temps, il me disait quoi? Il me disait, ouais, Cyril, je le déglingue. Matin, midi, soir, je le déglingue. Et comme c'est lui le patron, bah, il se laisse ses coups, soi-disant. Hein, Casta? Moi, je m'arrête. Je m'arrête. Alors, Mokhtar, moi, je m'arrête pas du tout sur ce que tu dis. Frère, t'as été moché à la tour d'argent ou quoi, frère? C'est quoi ce resto de ouf, là, sans rigoler? Incroyable. C'est quoi ce resto de ouf, frérot? Ah, t'étais chez Zino. Ah, d'accord. Fort. Ah, Mabrouk, hein, frère. Mabrouk, un sartak l'oseille. Hein. Franchement, un sartak l'oseille. Benjamin, donc là, tu vas faire la pièce. Ouais. Tu prépares ta série. Et en télé, qu'est-ce que tu as envie de faire en télé? Dis-nous la vérité. Parce que je sais que tu as un fou de télé, arrête. Non, mais alors, j'ai pas dit que je ferais plus de télé, mais faut que je refasse, je sais pas, je ferais faire des gros Barnum, moi. Des gros Barnum? Ouais. Genre quoi? Je refaire genre des nouvelles stars, des trucs comme ça? Ouais, enfin, voilà, du direct plutôt, parce que il y a quand même ça qui, c'est quand même ça la recherche. Mais comme non, comme balayeur. Je te fais un compliment, tu me casses. Pas chroniqueur, je veux dire, maintenant, animateur. Mais non, mais honnêtement, je suis pas très bon chroniqueur. Tu étais bon. Arrête, on a fait des rigolades, arrête. Non, mais je suis pas très bon, je suis bien meilleur animateur que chroniqueur, je pense. Non, mais et donc là, t'aimerais faire quoi? T'aimerais aller sur quelle chaîne? Alors honnêtement, celle qui m'accueille. Vraiment. Est-ce que t'as pris de rendez-vous avec des chaînes? Non. Pour l'instant, non. Non. Allez, Non, je te le dirai. Non, mais tu seras au courant en plus. Tu seras au courant. Avec des producteurs. Oui, j'ai eu 2-3 Des producteurs. Des producteurs. Donc un autre producteur que Cyril, du coup. Je crois que j'ai eu des. Tu crois? Oui, il y a peut-être de chez vous, peut-être. Dis-moi qui c'est. Peut-être de chez vous. Ben c'est bon, ça va aller. C'est la maison. C'est la maison. Non, mais bon, il y a. Non, voilà, il y a T'as eu un rendez-vous avec Jean-Louis Blanc? Non, mais on s'est. C'est pas trop dans des molles, ça a circulé un peu. Mais non, mais là, de toute façon, là, un ami avec plaisir. Là, je voulais vraiment me concentrer sur ça. Et en janvier, on verra. Non, mais alors, si tu veux être janvier à l'antenne, c'est maintenant qu'il faut se concentrer sur la télé. Ouais, je vais m'en occuper. Non, mais après. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Non, mais là, j'ai rien envie de faire, là. T'as envie de faire un jeu, toi? Ouais, j'adorerais. Le jeu, c'est ce que je préfère. Il est super bon dans les vraiment. Vraiment. T'as envie de faire quoi comme jeu? 1 contre 100. Et c'est chez vous. Ouais. Ça marchait bien. Hein. 1 contre 100. Lui va faire 1 contre 10. Ouais, mais c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir, parce que lui, moi, c'est une émission politique. C'est un jeu. 1 contre 100, tu penses que ça pourrait encore marcher? Ah, je suis sûr. Ça va être sur quelle chaîne tu le verrais? M6? Non, ils font pas le jeu sur M6, ça marche pas des masses. Hein. Animalia. Et toi? Non, sans rigoler, Benji. Non, je pense que la seule chaîne qui pourrait. Ah, mais TF1, on n'est pas au mieux. Enfin, moi, je suis pas au mieux avec eux. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, réfléchissez. Pas à cause de moi? Non, mais. T'es plus avec moi, qu'est-ce que tu racontes? Oh non, parce que non, il y en a 2 qui m'aiment pas là-bas. Hein. C'est vrai? Lesquels? Dis-les-moi dans l'oreille. Ils sont alcooliques, là. Il fait paf. Et l'autre. Non. Pardon. C'est ça. Ouais. Ah, parce qu'en fait, il y a Ara le patron des programmes, et Xavier, tu crois qu'il t'aime pas? Ouais, non. Mais t'inquiète pas, ils aiment tout le monde. Ouais. En télé, c'est comme ça, il n'y a pas de mémoire. La télé n'a pas de mémoire. Je te le dis, ne crois pas ça. Ouais. Si t'es bon. Donc t'es bon, donc ils ont besoin de toi. Ouais, Crois-moi. Bah si, je te le dis. Je te le dis. C'est pas gagné sur ça. Et sur une plateforme, pourquoi moi, tu sais ce que moi, si j'étais toi, ce que j'aurais fait. Je vais te donner. Voilà. Cadeau. Voilà, cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Je te le dis. Un jeu sur plateforme. Il faut que tu fasses un jeu sur une plateforme, le premier gros jeu sur une plateforme. Ouais. Je te le dis, ça va être un carton. Voilà. Crois-moi. Maintenant, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Arrête avec les chaînes de télé. Les chaînes de télé, c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire sur TF1? Qu'est-ce qui se passe sur TF1? Il se passe rien. Tu vois bien qu'il se passe rien. Ça m'a pas arrangé ce qu'on dit là tout de suite. Mais je te le dis. Non. Sur une plateforme. Ou bien même mets des chaussures plateforme. Non mais frère, je te jure que c'est vrai. Je ne rigole pas. Aujourd'hui. Allez-y, vous produisez un jeu sur une plateforme. Vas-y, moi avec plaisir. C'est vous qui avez le premier groupe mondial, c'est pas moi. Non, descends là. Tu étais venu ici pour. C'est vrai. Dire des vérités. Non, mais je te le dis. Je suis venu. Je te reçois en toute convivialité. Non, mais Benji, je te jure, parce que Benji, il est excellent. Et vous êtes content de le voir. Oui. Est-ce
que vous avez à lui dire? Non, mais- Dites-nous, oui. Si tu veux faire la porte-parole des chroniqueurs, on s'est tous dit, et on se le dit presque tous les jours, enfin du moins à chaque fois que je suis là, que tu nous manques. Que ton sourire nous manque, que t'es solaire, que t'es drôle, ta bonne humeur. Dans les couloirs, il nous manque. Hein. Et c'est pour ça que Cyril nous a dit, si vous voulez, on le paye à venir dans les couloirs. Je te jure que c'est vrai. Sur ma vie, j'ai dit peut-être. Vous avez un grand respect pour moi quand même. Hein. Mais frère, mais c'était pour la darka. Genre, tu viens faire des darkas avec nous. Parce qu'il ne veut pas faire la télé. Tu restes avec nous, on fait une darka, tu rentres chez toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, tu fais vraiment. Qui mieux que toi, frère? Tu viens dans les trucs, tu passes, tu viens comme tu fais des darkas, tu viens, tu repars, on fait un ping-pong, tu perds 50 balles, tu rentres. En fait, Benjamin, tous les soirs, on t'attend. On attend que t'arrives. Laisser un vide. Tous les soirs, on attend que t'arrives. Qu'est-ce qu'il va dire, Gilles? Attends. Il va dire dans un instant. Par contre, il va falloir qu'on parle de la Pecou parce qu'on dirait que t'as un cerf-volant sur la tête. On se retrouve dans un instant. Les séries. Et on va parler du Covid, c'est Robert, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue à tous par Merci d'être là. Benjamin Castaldi est avec nous. C'est le grand retour. Benji, qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu ne fais plus tes PMP? Ne me dis pas l'argent, s'il te plaît. Non, mais l'équipe. L'équipe. Évidemment. Quelle est la personne qui te manque le plus? Dis la vérité. Alors honnêtement, franchement, j'étais pote avec tout le monde. Même cette vieille fripouille de Verdès, maman. Même lui. Non, mais il y a une personne qui te manque plus que les autres. Non, franchement. C'est que c'est moi. Ah oui, non, mais évidemment. Ta femme vient de me le dire. Évidemment. Mais non, mais c'est l'équipe qui manque. C'est la régularité. C'est même si j'étais moins régulier sur la fin. Quand j'étais un jour sur 8, forcément, j'étais moins régulier, mais. Calme-toi avec ça. Dimanche. Non, mais d'abord, c'est 7 ans de ma vie quand même. Ah, bien sûr. Et c'est honnêtement 6 ans et demi de bonheur. Donc, je suis très, très heureux de revenir là. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des choses sur Touche pas à mon poste. Non, c'est vrai que toi, en tant qu'ancien, mais c'est vrai que t'entends des trucs, on dirait qu'ici... Tu sais, moi, j'étais avec Pascal Latour du Pin qui vient d'arriver, Jacques Cardot aussi qui vient d'arriver. Et c'est vrai qu'il me disait, moi, quand j'entendais, tout le monde me disait, ouais, tu vas voir, vraiment, tes PMP, c'est un truc de fou, il se passe plein de trucs de fou. Et c'est vrai que les gens s'imaginent... Ils fantasment complètement. C'est ça. Moi aussi, Jacques, franchement, on te disait des trucs de fou, on ne disait pas, genre... Ah ben non, mais les gens continuent de fantasmer, t'es sûr, il n'y a pas un truc, machin. Non mais ça, il y a... C'est un moteur à rumeur, quoi. Ouais, c'est ça, je vous jure que c'est vrai. Ouais. Non, mais quand on dit sur il y a des gens qui restent 15 jours, mais ils ne parlent pas de ceux qui sont là depuis 15 ans déjà. Exactement. Donc moi je suis resté 7 ans, et ici, Gilles, ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup trop longtemps, à mon avis. Bien sûr, il est reposé. Mais pourquoi il était pas comme ça? Il est puissant. En fait, j'aurais dû te mettre sniper. Non, mais j'aurais dû être invité, en fait. Non, voilà, moi c'est vrai que c'est 6 ans et demi de bonheur, et je suis très heureux d'avoir participé à cette belle aventure. Et puis voilà, ça fait dans une Nous aussi, on est très heureux de toi. Voilà. Est-ce que tu penses un jour vouloir revenir comme certains l'ont déjà fait? Non. Je pense qu'il faut. Tu sais, comme disait Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table quand le meilleur est desservi. Non, mais honnêtement, je pourrais revenir. Je pourrais rebosser avec Cyril, je pense. Bien sûr. Mais sur un truc différent. C'est sûr qu'on va rebosser. Non, je ne reviendrai pas. Non. Mais moi, dans ma vie, à chaque fois que j'ai quitté les choses, j'ai jamais fait de. J'ai jamais. Tu dis ça pour tes femmes? J'ai jamais remis le couvert. Non, je suis passé à autre chose, vraiment. Et puis il faut savoir passer à autre chose aussi. Et j'en avais besoin. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je peux lui poser une question ou pas? Oui, mais on va passer à autre chose. Donc qu'est-ce que tu veux? Non, c'est comme vous voulez. Dis-nous. Il y a un mystère, Benjamin, quand même. C'est quoi? Il était exceptionnel en coulisses et muet à l'antenne. C'est vrai. Allez, tu ressors. Allez, sors, dégage, là-bas, dégage là-bas. Où tu veux. Dégage là-bas. Va t'acheter des pains au raisin, là, à la boutique. Là. Allez. Moi, je peux lui dire un truc ou pas? Ouais, vas-y. Pas de ouf. Vas-y, vite, parce que... Non, mais c'est pas grave. C'est de la merde. Ouais. Non, je pense pas, mais... Bah, vas-y, alors, vas-y. Non, en fait, moi, je suis arrivée en même temps que Benjamin dans l'émission TPMP. Pour l'instant, pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Mais quand je le vois, je pense que Valérie et Kelly, on pense exactement la même chose parce qu'on était souvent maquillés, coiffés en même temps. Ouais. Et il nous en a tellement parlé de cette pièce. Ouais, c'est vrai. Et il y a un truc qui est tellement émouvant parce qu'il y avait des désillusions, il y avait des mauvaises nouvelles, puis il y avait des bonnes nouvelles. Et voilà. Et je trouve que c'est la vie de Benji, ça. C'est vrai, mais il a raison. Non, mais on a franchement en face de nous quelqu'un qui vraiment. Vous lui direz vos émotions en coulisses. Voilà. Ça, c'est du Cyril. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est bon, on va pas passer 2 heures là-dessus. Bon, bah voilà. Il chialera en coulisses et après il nous faire chier.
Bon, allez. On va passer une nouvelle séquence. Bienveillant. On va passer à une nouvelle séquence. Ça s'est passé en France. Ça veut dire tout ce qui s'est passé en France. C'est sympa. Bravo à eux. Première info, on va revenir sur Marine Le Pen. Alors, elle s'est complètement lâchée ce week-end. Elle a fait limite un mini karaoké aux estivales de Beaucaire après le meeting de rentrée de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Elle était, regardez. Alors, elle est partie sur Dalida, mais elle est partie, mais là, c'était. Regardez. Sachez que Marine Le Pen sera à la bar mitzvah du petit chiche sportif samedi. Voilà. Les chéris, est-ce que vous avez vu ces images complètement incroyables en Mayenne, près d'Ernée en Mayenne, une énorme tornade a soufflé les toits de plusieurs bâtiments agricoles et les gendarmes ont dû intervenir. Regardez ces images, c'est en France, ça fait vraiment flipper, regardez. Ah, ça, c'est un truc de fou, ça. Oui, Gilles. Oui, alors en fait, c'est des tourbillons d'air qui se forment et c'est très rare en France. Mais le problème, c'est que c'est tombé sur des exploitations agricoles. Tout a été détruit. Alors oui, justement, on pense très fort aux personnes qui ont été touchées. Absolument. 3 villages qui ont été touchés. Sauf que c'est pas très rare en France. Et heureusement, il n'y a pas de blessés. Sauf que c'est pas très rare en France. Il y en a entre 40 et 50 par an. Ça reste rare quand même. Cette violence-là, elle est rare. Bien sûr. C'est énorme quand même. Localisé. Les chiens, on va enchaîner avec ce projet qui verra peut-être le jour pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Pour l'occasion, nous allons peut-être assister au premier vol des taxis volants. C'est un mix entre un drone et un hélicoptère. C'est 100% électrique. L'objectif sera de se rendre aux Jeux Olympiques sans embouteillage en quelques minutes. Le taxi volant, ça arrive. C'est comme la piège de Benjamin. Et ben voilà. Regardez. Comme c'est vrai. L'été prochain, à l'occasion des JO de Paris, plusieurs lignes commerciales de taxis volants seront ouvertes dans la capitale. La machine devra néanmoins avoir décroché sa certification européenne pour pouvoir réaliser ses vols commerciaux. Volocopter est confiant. Les vols seront tous limités à une altitude de 500 mètres, mais le constructeur précise que sa machine est 4 fois moins bruyante qu'un hélicoptère. Si l'essai s'avère concluant, Volocopter ambitionne de développer dans la foulée un réseau de taxis aériens sur toute la région parisienne. C'est fou, donc le taxi volant arrive. Oui, et franchement, c'est l'avenir. En 2025, ils estiment qu'il y aura 60 aéroports qui seront équipés de ces moyens de décoller verticalement. Il y a tous les grands opérateurs qui sont dessus, Airbus, Boeing, Embraer, etc. Et on devrait pouvoir déplacer 60 000 passagers chaque année. L'occasion des Jeux Olympiques, ce sera vraiment une grande première. Pour le moment, les prototypes n'ont qu'un passager et une personne, mais plus tard, tu pourras déplacer. Comment ça va coûter cette connerie? 5 ou 6 personnes. J'en sais. 4 euros du kilomètre. 4 euros du kilomètre. Ça fait 140 euros. C'est impossible. C'est beaucoup trop polluant, ça fait beaucoup de bruit. C'est pas polluant, c'est électrique. C'est électrique, donc c'est. L'électricité, oui, mais c'est beaucoup. Non, c'est sûr et certain que ça va arriver. En revanche, le gros problème, c'est donc vous connaissez tous les mecs quand vous klaxonnez et les mecs qui passent la main, ils font bah t'as qu'à passer par au-dessus. Bah maintenant vous allez pouvoir le faire. Il y a toujours un relou qui fait ça. Maintenant, vous allez vraiment pouvoir le faire, c'est magnifique. Voilà, donc ça, c'est fort. J'ai une info de fou qui nous vient de Béziers. On embrasse d'ailleurs tous les Biterrois. Pour l'été contre les crottes de chiens sur les trottoirs, la mairie de Béziers fiche désormais l'ADN des animaux. Ah, je vous dis, c'est un truc de fou. Cela permettrait de retrouver facilement de quel chien vient une éventuelle déjection que son propriétaire aurait oublié de ramasser. Sachez que je vais faire la même chose sur les toilettes de la Canal Factory. Pour les chroniqueurs, regardez. Et voilà de quoi ficher Norton. Avec cet ADN, les chiens de la ville auront désormais une carte d'identité génétique. Gare aux propriétaires qui ne ramasseraient donc pas les déjections de leur animal. Ils pourront maintenant être facilement retrouvés. Sans cette carte ADN, impossible désormais de se promener avec son chien dans le cœur de ville, sous peine d'une amende de 38 €. Pour cette expérimentation qui durera 2 ans, le maire de Béziers s'est inspiré de nos voisins espagnols et italiens, où la carte génétique semble avoir fait ses preuves. Si les déjections de leur animal traînent sur les trottoirs et les rues du centre historique, une amende de 122 € sera envoyée par voie postale à leur propriétaire. Qui aime Béziers?
Autour de la table. Oui. Moi, je trouve ça génial. Ça coûte 80 000 € par an à la ville. Ils ont trouvé un moyen. En plus, les premières détections là, avec les chiens, c'était gratuit. Donc les propriétaires les ont amenés. 700 les ont amenés. Je trouve que c'est une idée de génie, Cyril. Tout le monde devrait le faire. Vous avez envie de baiser? Merci. Oui. Moi, je trouve ça complètement honteux parce que les 80 000 €, tu peux les mettre dans la sécurité, dans la propreté de la ville. Non, mais ils le mettent aussi dans la sécurité. Tu vas... Ils le mettent aussi dans la sécurité. Oui, mais autant les mettre ailleurs. On va pas mettre 80 000 € dans du caca de chien. D'accord, ça me moi, rend je refuse totalement qu'on prenne l'ADN de mon chien. Moi, au contraire. Et moi, mon chien, il fait caca sur le trottoir. Non, calmez-vous. Je peux vous dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'il faut un baiser. Bravo, Gilles Verdez. C'est la fin d'une incivilité. Il y a des chiens qui vont se retrouver en cavale. Un chien qui sait qu'il a chié quelque part, qui sait qu'il est recherché, il va se barrer, il va s'isoler. C'est une bergerie. Taisez-vous. C'est magique. Alors, s'il vous plaît, on va passer à cette info incroyable. Olivier Rousteing, mon ami que j'adore, Olivier, voilà, s'est fait voler sa nouvelle collection à 10 jours du défilé. Pour rappel, il s'agit du directeur de la maison de couture Balmain. Je l'embrasse fort, Olivier. J'espère que ça va s'arranger pour lui. Il racontait hier sur son Insta qu'il s'est fait dérober 50 tenues du défilé Balmain. Regardez. Né sous X et passionné par la mode, Olivier Rousteing parvient à se faire rapidement un nom dans ce milieu en devenant à seulement 25 ans chez Balmain l'un des plus jeunes directeurs artistiques du monde. Et alors qu'il devait présenter dans quelques jours une nouvelle collection lors de la Fashion Week de Paris, l'homme a annoncé une mauvaise nouvelle à ses près de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Notre chauffeur nous a appelé et nous a dit qu'il avait été victime d'un hijacking par un groupe de personnes. Le conducteur du camion aurait été attaqué alors qu'il se rendait au bureau de la marque avec la dernière collection à son bord. Au total, ce sont 50 pièces de la marque de luxe qui ont été dérobées. Oui, Gilles Verdez, il y a des infos partout. Une tendance qui se développe. Il y a déjà eu une attaque en juillet au Tremblay en France d'un camion avec du fret de luxe, maroquinerie, etc. Je sais d'ailleurs, même Daniel Moreau a été volé 4 fois. Et en fait, la brigade de répression du banditisme enquête parce qu'ils sont repérés. Là, pour Balmain, en l'occurrence, à l'aéroport, ils ont été suivis ou dans leurs entrepôts, ils sont suivis et ça se revend très bien et très rapidement. Sauf que là, ça ne pourra pas se revendre. C'est invendable. Oui, ça se revend à des collectionneurs privés qui ont demandé bien avant. sûr, et ça part partout. Ça part partout. Et oui. Merci, s'il vous plaît. Point de vue mode. Sur la mode, on vous appellera demain. On va reparler du Covid. Ça faisait longtemps. Et ça y est, tout le monde a le Covid. Mon pote Tariq là, ça y est, tout le monde là. Il y a de nouveaux variants qui est en train de monter en puissance. Il est en train de tous nous mettre en ras-ras. Tous ceux qui l'attrapent sont dans le mal. Sachez-le. En plus, il y a des nouveaux symptômes. Je vais vous parler des nouveaux symptômes, c'est un truc de ouf. Tu vois, il y a des trucs sur les doigts de pied, en dessous des yucks. Bon, vous allez voir. On a Robert Sebag qui va venir avec nous voir dans un instant, infectiologue à la Pitié Salpêtrière, qui viendra nous en parler. Regardez, le nouveau variant. Il arrive, il monte en puissance, ce tarbat. Allons-nous repartir 3 ans en arrière et revivre la même situation cauchemardesque de 2020 ? Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. C'est en tout cas ce que commencent presque à craindre certains spécialistes aujourd'hui, en cause l'apparition d'un nouveau variant qui se propage à vitesse grand V et qui semble amener avec lui de nouveaux symptômes dont la perte de l'ouïe et des jambes qui pourraient devenir bleues chez certaines personnes contaminées. Il faut avoir des réflexes. Encore une fois, le masque, c'est banal quand on a des symptômes. Une situation qui pourrait s'empirer avec la baisse des températures. Conséquence, la campagne de vaccination pour les plus fragiles a été avancée pour faire face à la situation. Et oui, dès le 2 octobre, avec 2 semaines d'avance sur le calendrier initialement prévu. Alors la montée en puissance de nouveaux variants et le nombre de personnes infectées commence à inquiéter. Doit-on avoir peur ? Merci Robert, quel bonheur de vous revoir. En plus, vous sentez tellement bon. Vous avez je m'en serais passé. C'est un de mes parfums préférés. Honnêtement, je m'en serais passé. C'est un de mes parfums préférés que vous portez. Infectiologue à la Pitié Salpêtrière, on va parler de Covid et de retour. Ça y est là. Il n'a jamais arrêté. Il a toujours circulé avec des taux extrêmement faibles, en particulier l'été, mais enfin, des spécialistes, on a vu des gens avec des formes peu sévères. Mais là, à partir du moment où vous avez un virus qui circule, il peut muter. Et là, effectivement, avec le climat, les gens ne se protègent pas. Mais moi, je ne veux pas être catastrophique, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance. Ouais. Alors, comme on teste beaucoup moins, on n'a pas les mêmes résultats qu'on avait avant. C'est-à-dire que là, vous savez que l'alerte à l'époque, c'était 50 cas pour 100 000 habitants. Là, on est autour de 20 pour 100 000 habitants, mais comme on teste très très peu. Alors, ce qui arrive, c'est il y a des petits cousins de ce fameux Omicron, si vous voulez. On en a 2, là. Il y a Eris et Pyrola. Pyrola ?
Pirola. Le deuxième, il s'appelle Pirola. C'est le P, il n'est pas pire, mais c'est le BA 2.86. Alors, c'est pas qu'il nous inquiète, il devient un petit peu dominant. C'est-à-dire que, vous savez, on écrase, le nouveau venu écrase le précédent. Alors, il est plus contagieux. Effectivement, c'est pas qu'on a plus de cas. Il n'est pas très, très grave. Ce qu'on voit à l'hôpital, on n'a pas. Non, mais je veux vraiment calmer. On a des symptômes, ORL, quelques formes digestives qu'on n'avait pas. Il y a des nouveaux trucs. Il y a des jambes qui deviennent bleues, qui sont lourdes et qui picotent. Non, écoutez, moi, j'ai pas vu ça. C'est la Schtroumpfette qui m'a dit ça. J'ai vu des problèmes. J'ai vu. Non. Et vous avez ce Covid, on a tout vu. On a tout vu. Mais ce qu'on voit en plus aujourd'hui, c'est plus la sphère ORL, de la fièvre, de la fatigue, quelques troubles digestifs, de concentration. La perte de l'ouïe, on dit. Perte de l'ouïe, oui, d'accord. Non, alors vous savez qu'au début, on avait la perte de l'odorat et la perte du goût. Et maintenant, il y a l'ouïe. Là, moi, j'ai pas eu. Je veux pas généraliser, j'en ai pas vu, si vous voulez. La seule chose, si vous voulez, c'est que on a une certaine immunité collective. Il n'est pas très dangereux à ce jour, si vous voulez, pour une majorité de la population. Bon. Le problème reste toujours le problème des comorbidités et des personnes âgées. Ça reste malheureusement toujours d'actualité. Raison pour laquelle, je vais faire taper dessus, le vaccin, le vaccin, il va revenir. Vraiment. Il va revenir, on a avancé la campagne de vaccination. C'est ça. C'est un vaccin qui est... Il y a un vaccin bivalent. Il est efficace. GG, il y a un vaccin. Prends des notes, Chiron. Non, mais les fans de vaccin. Il agit normalement, il est efficace sur ce nouveau variant, bien que le Pirola, on a trouvé 40 mutations sur la protéine Spike. Et vous savez que c'est le petit spicule qu'on voit sur le virus. Et c'est cette protéine, si vous voulez, avec laquelle on fait un vaccin. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur du confinement, des passes sanitaires, des passes vaccinaux. En plus, c'est pas audible. Pardon de vous dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de la Covid, les gens, il y a une sorte de sidération. Ils veulent plus en entendre parler. Après. Sauf que le bon sens. Je vois de plus en plus de gens qui l'ont, moi. Oui, mais tout à fait. Mais moi, je vous confirme. Il y a comme on teste moins, on n'a pas une photographie de la réalité, si vous voulez. Mais le bon sens fait que si. T'as le Covid, tu sors. Voilà. C'est chaud là. J'ai entendu quelqu'un là qui a éternué un truc de fou. Que si on est positif, le bon sens fait qu'on doit porter un masque, en particulier dans des milieux fermés, dans les transports en commun. Ça, c'est une responsabilité que les gens doivent avoir. Il n'y a pas d'obligation. Il faut être malgré tout prudent. Et comme on va avoir en même temps, si vous voulez, ce virus, il va devenir habituel, il va devenir saisonnier, comme on avait dans le passé 4 coronavirus. C'est-à-dire qu'on aura la grippe et on aura le Covid une fois par an en automne. C'est pour ça qu'on est en train de faire des recommandations sur un vaccin à la fois Covid et grippe. Moi, je préconise ne pas les faire en même temps, parce que s'il arrive quoi que ce soit, on saura au moins lequel des deux est valide. Donc j'attends 8 jours, si vous voulez, en général, entre la vaccination contre la grippe et contre la Covid. Il faut savoir que l'immunité, elle diminue avec le temps, en particulier chez les personnes âgées. Et ma recommandation de médecin, si vous voulez, c'est qu'à partir de 65 ans, autour de 65 ans, on doit faire un rappel à l'automne et ça devrait suffire. Alors, juste, on dit qu'il y a maintenant des jambes qui deviennent bleues, donc je vous jure que c'est vrai. Éruption cutanée, il y a des tombous, la perte de l'ouïe, hoquet persistant pendant plusieurs jours. Il y a eu ça. Non, c'est vrai. Et il y a difficulté d'élocution et de concentration. Jean-Michel, vous avez un Covid persistant. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'avais un Covid long. Et toujours les mêmes symptômes, la perte de l'odorat. Cyril, le côté élocution et concentration, nous l'avons, c'est ce qu'on appelle les Covid longs. On a des gens qui viennent et qui disent qu'effectivement, depuis qu'ils ont attrapé le Covid, ils ont intellectuellement, ils se sentent un petit peu moins performants que ce qu'ils étaient avant. C'est toujours difficile de trouver la causalité avec le virus et les troubles qu'on trouve ici. Moundir, on sait que tu as eu un Covid très compliqué. Est-ce que ça te fait peur, le retour du Covid ? Alors moi, ça me parle bien évidemment, parce que je l'ai subi plein de fouets. Je suis content de vous voir aussi, docteur. Vous êtes immunisé, c'est bien. Oui, je suis déjà immunisé, et puis je ne l'ai pas chopé depuis. Mais le souci qu'il y a eu, c'est que moi, j'ai ma fille, alors la veille de faire la première le 4 septembre, j'ai ma fille, moi, qui a eu un Covid asymptomatique, d'accord, et ça lui a déclenché une arthrite immunoréactive. C'est-à-dire que du liquide s'est logé sur ses hanches, ce qu'on appelle un rhume de hanche, elle ne pouvait plus marcher. Donc on a dû aller justement aux urgences et du fait que justement on pouvait rien faire, il fallait juste attendre, il fallait plus qu'elle fasse de sport pendant 15 jours.
Elle va super bien, j'embrasse très bien, fort. elle va mieux. Elle va beaucoup mieux. Très bien. Mais c'était assez inquiétant. C'est réversible. Hein. C'est réversible. Complètement réversible. Ouais, c'est comme un blouson, quoi. Non, mais ça. Et donc. C'est vrai. C'est vrai, quoi. Donc, il faut aller se faire vacciner pour vous, encore. Les enfants. Je répète que la recommandation, elle est en particulier chez les personnes après 65 ans, parce qu'on sait qu'avec l'âge, si vous voulez, il y a le système immunitaire est moins performant et qu'il y a une baisse de l'immunité qui se fait au bout de 6 mois. Donc la recommandation, elle est là. Bien entendu, on regarde et on va de plus en plus tester, donc on saura quelle est la réalité. On va faire ce qu'on appelle des séquençages pour savoir exactement est-ce que c'est le pyrola qui est dominant ou est-ce que l'Eris est toujours là puisque c'était le précédent. Est-ce qu'il y en a un nouveau? Et ça, c'est extrêmement important. Et de tester à chaque fois, être sûr que les vaccins qui sont disponibles sont efficaces. Mais je rappelle, Cyril, qu'il y a un traitement aujourd'hui et que chez les personnes âgées, il y a un médicament qui s'appelle le Paxlovid. Le Paxlovid, oui, c'est un traitement, il existe depuis quelques mois. Paxlovid, P-A-X. Lovid, L-O-V-I-D. Boîte de nuit. Voilà, ce sont des comprimés. On dirait le nom d'une boîte. Tu viens en Pax ou pas ce soir? Non, j'essaye d'être sérieux. Il y a Jean-Jacques Pirola qui passe. Oui, et donc... Le Paxlovid est un médicament efficace qu'on prescrit pendant 5 à 6 jours, à 2 comprimés par jour, et il est extrêmement efficace chez les personnes dès qu'ils ont contracté un Covid, en particulier à partir d'un certain âge. C'est important, hein. C'est important. Ça, c'est une vraie info. Paxlovid, oui. Merci. Merci. Oui, il est tout à fait valide et disponible dans notre pays. Merci Robert Sebag, infectiologue à la Pitié Salpêtrière. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Vous avez eu la vraie info Paxlovid, je ne connaissais pas. Quelqu'un connaissait ici? Bah oui. Ça m'étonne pas. À tout de suite, toute beauté. Merci d'être avec nous, il est 20h11, on est en direct dans Touche pas mon poste. Allez, assez parlé du Covid, on va passer aux infos du jour. On commence avec ces infos. C'est passé. C'est passé un truc pendant la pub, là. Je vous explique. Ah oui, là. Qu'est-ce qu'il y a Alors, on va revenir sur les propos de Muriel Robin dans Quelle époque sur France 2 samedi soir. L'humoriste a déclaré que si elle ne faisait pas de cinéma, c'est parce qu'elle avait toujours assumé son homosexualité. Regardez. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde. Vous êtes la seule actrice au monde. Je connais les acteurs homo français. Ils se taisent? Mais bien sûr. Sinon, on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras. Si on est homosexuel, on n'est pas désirable. On n'est pas pénétrable. Si vous êtes vieille, vous n'êtes plus pénétrée. Si vous êtes moche, vous n'êtes plus pénétrée. Oui. Je dis un mot fort pour bien comprendre de quoi on parle. C'est très, très fort. On parle des hommes qui pénètrent les femmes. Si on n'est pas pénétrable, on vaut rien. Il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes de 13, 14, 15, 16, 17 ans, il faut leur dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine de quoi, qu'on comprenne? Pas la peine qu'ils fassent ce métier. Ils travailleront pas, ils font pas de cinéma. Vous êtes sérieuse, là? Écoutez, vous dites aux jeunes de 20 ans, si vous êtes homosexuel, ne faites pas ce métier. Je dis, positionnez-vous. Ou mentez. Faut qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Alors oui. Alors, qui est d'accord? Je veux des gens qui ne sont pas d'accord, parce que pour avoir écouté Gilles Verdez, voilà, non, c'est bon. Je veux des gens qui ne sont pas d'accord, qui ont les cojones de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, parce que ça fait des années qu'elle veut faire du cinéma, ça fait des années que le cinéma lui ferme ses portes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a fait Les Visiteurs 2. On va parler. Elle a fait Les Visiteurs quand? Les Visiteurs. Après, elle n'a pas fait tous les films qu'elle voulait faire. Avec Maïwen, comme toutes les comédiennes. Depuis qu'elle n'arrête pas de nous dire, je veux faire du cinéma, je veux faire du cinéma. Alors sur les planches, elle est incroyable. En auteur, en autrice, pour faire rire les gens, elle est incroyable, c'est la meilleure. La comédienne a été très forte aussi. Mais dans le film qu'elle a fait avec Jacqueline Savard, avec Olivier Marchal, pas de problème, mais il faut arrêter de tout le temps trouver des causes parce qu'on la prend pas pour le cinéma. Peut-être qu'on la prend pas parce que c'est le physique qui va pas. Peut-être que le cinéma ne veut pas de son physique. Peut-être que c'est ça aussi. C'est pas forcément sa sexualité. Moi, je pense qu'elle dit une connerie. Delphine, non, je trouve qu'en fait, elle parle d'un truc qui est, à mon avis, exact, c'est-à-dire qu'il y a une vraie homophobie dans certains pans de la société française, mais je pense que dans son métier à elle, je pense qu'elle n'a pas, elle, été victime de ça, par rapport à son identité sexuelle. Elle a voulu s'outer, par exemple. Quand elle dit qu'il y a plein de comédiens qui ne s'outent pas pour pouvoir travailler et pour pouvoir être désirables, je pense qu'elle a raison. Ouais, effectivement, tout le monde le sait, tout le monde le dit dans les coulisses. Tel chanteur est homosexuel, il ne va pas le dire. Non, mais si, ça existe. Après, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit aussi criant que ça. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de son identité moi aussi, je pense pas. Mais moi, sexuelle. Moi, je pense que les gens, je pense que, en fait, elle est tellement. Il y a plein d'humoristes, parce que
Vous regardez Michel Bernier, exactement, Michel Bernier. Florence Foresti, elle fait pas 50 films par an. Gad Elmaleh, il fait pas 50 films par an. Je suis désolé. Oui, Patricia. Je pense que le problème principal, c'est la France qui nous met dans des cases. Et quand on fait une activité, on ne peut pas en faire une autre. Elle a raison. Je suis un peu plus là-dedans, moi. Elle a raison. C'est plus ça. Mais regardez, Gad Elmaleh, qui est excellent, il fait pas 40 films par an. Désolé. Rachel. Parce que... C'est bien, Rachel. Là où elle a raison, c'est qu'il y a un manque de prise de risque, entre guillemets, parce qu'effectivement, peut-être que les scénaristes imaginent que le public, c'est-à-dire nous, on n'est pas assez ouvert, on n'est pas assez malin, entre guillemets, pour accepter qu'un homosexuel ou une homosexuelle prenne un partenaire du sexe opposé dans les bras et que ça soit crédible. Out son homosexualité, alors qu'il ne l'est pas. Par exemple, s'il était homosexuel, est-ce qu'il serait le héros de Mission Impossible? Ou si Daniel Craig était homosexuel, je ne le crois pas, parce que je pense que évidemment le public serait... Malgré tout, un peu encore sur la défensive par rapport à ça, les producteurs diraient non, jamais de la vie. On va revenir sur une deuxième info. C'était hier soir dans Capital sur M6. Une productrice de pâtes artisanales déclare qu'elle vend ses pâtes 9 € le kilo. 9 € le kilo, les pâtes. Alors qu'un kilo de pâtes classiques coûte aujourd'hui en dessous de 2 €, même avec l'inflation. On va regarder. Gilles Verdez, t'es outré. Elle fait ce qu'elle veut. S'il y en a qui veulent l'acheter. En fait, je suis outré quand même. Non, je t'ai tendu un piège. Regarde. Claire ne rechigne pas à fabriquer ses pâtes, parfois pendant 7 heures d'affilée, et elle n'hésitera pas non plus ensuite à faire payer le prix de son travail. La pâte non farcie, c'est 2 €, à peu près 2 € en prix de revient, pour une revente à 9 € du kilo. 9 € le kilo, c'est 2 fois le prix vendu en grande surface. Pour ces pâtes farcies... Une recette comme ça, le chèvre et pesto, je la revends 33 € du kilo. C'est une marge de x4. Voilà. Jusqu'à 3,70 € les 100 grammes, soit 37 € le kilo, c'est le prix d'une côte de bœuf. Et la recette est bonne. Ça fait un total de 1057 €. J'ai dégagé à peu près 800 de marge, c'est ça. C'est bien, c'est un bon marché. Alors, s'il y en a qui veulent l'acheter... Mais oui, c'est ça. Ah oui, Cyril, il y a deux problèmes à mon avis. D'abord, je trouve ça... ça fait une polémique quand même. D'abord, je trouve ça honteux, parce que vendre des pâtes à ce prix-là, 9 € et 33 € pour certaines. Excuse-moi. Il y a des pâtes à 0 Elle fait ce qu'elle veut. Personne n'oblige à acheter. Personne n'oblige à acheter. Il y a des pâtes à 1 € aussi. Elle marge à x4. Elle fait ce qu'elle veut. Pour les gens. Mais toi, si tu me demandais très cher... Personne t'oblige à aller les acheter. Exactement. Personne m'obligera à t'engager. Non mais Cyril, très franchement, il y a une question de dignité vis-à-vis du consommateur. Non mais Gilles, on avait eu cette même conversation concernant des restaurants. Absolument. C'est comme si tu dis, je ne comprends pas pourquoi c'est si cher dans un étoilé ou c'est si cher ou c'est moins cher dans un bistrot. Et personne t'oblige à aller dans un étoilé. Tu payes le prix de l'étoilé. Et là c'est pareil. Ce sont des pâtes fraîches réalisées avec des marges évidemment qui sidèrent, mais elle fait ce qu'elle veut. Si tu veux pas les acheter, s'il n'y avait que ça sur le marché et qu'on oblige le consommateur. T'inquiète pas qu'il les mange. Je te jure qu'il va les manger. Si on obligeait le consommateur à payer 9 €, on n'oblige pas. Chacun fait comme il veut. Ça fait plaisir. Non mais la qualité monstre du travail. Une entrepreneur qui se lève le matin, qui fait tous ses produits. Regarde la tête qu'elle a, la pauvre. Elle est fatiguée. Elle a un bonnet sur la tête. Elle a une charlotte, la pauvre. Non, je te jure. Et moi, je pense, même pour moi, 9 €, c'est pas très cher. Elle aurait dû les mettre à 25 et crois-moi, les gens, ils achètent. Et quand c'est cher, t'es attiré. Je t'ai déjà vu dans des restaurants, le druide, t'inquiète pas. Bravo. Bravo, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit on dirait la sœur de Gilles Verdez en plus. Je veux dire que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit ça, ouais. Que le monde égalitaire de Gilles Verdez est en fait une dictature, une tyrannie. C'est-à-dire que toi, tu voudrais que tous les paquets de pâtes soient au même prix. 33 € un kilo de pâtes. Et bravo à elle pour sa transparence. Bravo. Quand t'achètes un sac à ton épouse... Mais qu'est-ce que vous elle lui fout à la gueule le sac. Non mais il y a des sacs à 10 €, il y a des sacs à 500 €. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des pâtes à 30 €. Laissez-moi lui parler. Gilles, tu confonds une fois de plus tout. Tu es de plus en plus idiot. Excuse-moi, Gilles. Sans rigoler, Gilles, tu sais que c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je sais pas ce que tu as fait cet été, mais tu arrives encore plus teubé qu'avant la rentrée. Non mais je te le dis, je t'aime beaucoup. J'ai perdu des bagages, mon avion a été annulé, ma voiture s'est éclatée sur l'autoroute. Et à mon avis, t'as laissé ton cerveau, je sais pas où, parce qu'elle t'a pas demandé. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut mettre ses pâtes. Mais regarde, Raymond. De toute façon, si elle vendait les pâtes 9 € le kilo et que ça marche pas,
elle va couler. Mais bien sûr. Si elle vit, c'est qu'il y a des gens, Raymond, bien sûr. les gens vont y aller. Les gens veulent de la qualité. un produit de luxe. C'est la loi du commerce. Quand ils disent 9 euros, deux fois le prix, 2 fois plus que sur le supermarché, c'est pas 4,50 un kilo de pâtes chez M6, il faut qu'ils aillent en course. C'est 1,50 le kilo de pâtes. Bravo, merci. C'est vraiment scandaleux que les gens en ce moment ne puissent plus se nourrir dans les supermarchés. Exactement. Et il y a une proposition d'Olivia Grégoire. Olivia Grégoire qui a fait une proposition, ministre déléguée, pour tenter d'aider les Français à vaincre l'inflation. Il faut réapprendre à cuisiner. Bravo. 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 Voilà, merci. Merci Olivia. Merci Olivia. Merci beaucoup. Et en plus, je l'aime bien, Olivia Grégoire. Bon, alors voilà, c'était une vanne, on n'a pas tout pris, mais voilà ce qu'elle a dit. Et on va réapprendre à cuisiner, notamment à l'école. Ah, on va parler de cette info. Oh là là. Elle a raison. C'est l'info numéro 1 du jour. Elle a raison. Elle a raison. C'est vrai Je trouve qu'elle a raison. Elle a raison parce qu'en fait, elle met le doigt sur le problème des plats préparés. Elle met le doigt où elle veut. Oui. La problématique des plats préparés, c'est ce qui coûte cher, c'est gras, c'est mal foutu. Et ça, on doit dire aux gens que faire de la nourriture chez eux en s'appuyant sur des marchés, fin de marché. Excuse-moi, juste, je peux te dire un truc. Ça coûte moins cher. Je peux te dire un truc. Je peux te dire un truc juste, Jacques. Non, je peux te dire un truc. Il faut que tu saches qu'il y a des gens qui nous regardent certainement. Ils ont 3 enfants, ils travaillent, ils rentrent le soir. Ils doivent faire les devoirs des enfants, ils doivent faire les douches, ils doivent faire les trucs. Il y a souvent des familles monoparentales aussi. Oui. Je peux te dire qu'aujourd'hui, la facilité aussi, c'est d'acheter des trucs tout prêts. Moi, si j'étais ministre, et Olivia Grégoire, elle est super. Mais j'aurais dit plutôt, faites moins de profits, on va baisser un petit peu les profits et au lieu de dire, on va les cuisiner. Parce que quand tu as passé toute une journée à travailler, que tu dois t'occuper des enfants, que tu dois leur faire la douche et en plus, tu dois dire, je dois aller faire les courses pour cuisiner, c'est impossible. Donc, c'est la facilité de prendre des plats déjà tout préparés. Il faudrait juste que voilà, en ce moment, tout le monde fasse des efforts et que voilà, les prix baissent et qu'on arrête de vouloir aider tout le monde. Je l'ai déjà dit. La France, on se prend pour des tauliers et on est des tricards. Donc voilà, les gars, excusez-moi, je dis les choses. Voilà, c'est vrai. Donc voilà, on se prend pour des tauliers et en fait, c'est le mec qui va inviter tout le monde au restaurant, mais il n'a pas un franc sur lui. Donc voilà, donc c'est ça. C'est exactement, on veut aider tout le monde. Il y a même des gens qui refusent notre aide. Qui disent non, c'est bon, on n'a pas besoin de vous. Voilà, le Maroc, ils nous ont dit non, c'est bon, vous emmerdez pas, on a ce qu'il faut. Non, mais c'est vrai, j'ai vu une vidéo, un gars qui dit non, mais occupez-vous déjà de chez vous. Nous, vous inquiétez pas, on a un roi qui s'occupe très bien de nous. Vous inquiétez pas, on a plein de gens qui nous aident. On n'a pas besoin de vous. Restez chez vous, t'inquiète pas. Vous avez assez de merde à faire chez vous. Déjà, occupez-vous déjà des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler la fin de mois et qui n'arrivent pas à manger le 11 du mois, plutôt de vous occuper de tout le monde et de vouloir faire de vouloir faire les justiciers partout dans le monde. Je vous dis, occupez-vous déjà des Français et de ceux qui travaillent tous les jours de 8h à 19h et qui n'arrivent pas à bouffer. Voilà, donc Olivia Grégoire est très sympathique et vraiment je l'aime beaucoup, elle est venue ici en plus, je l'aime bien Olivia. Mais là, c'est pas se mettre aussi à la place de familles qui n'ont pas le temps et qui, forcément, la facilité, c'est d'ouvrir des boîtes ou d'ouvrir des trucs et ça coûte très cher. Tiens. C'est même pas sûr que ça coûte plus cher en plus. C'est même pas sûr que d'aller au marché, de prendre des produits au boucher. Ça coûte plus cher. Prends un kilo de pommes de terre, c'est 1,70 €. Tu prends un sac de frites, c'est entre 2 et 6 €. On recevra Vico demain, le roi de la pomme de terre, il nous dira. Ça lui a la réponse. Je vais remercier Benjamin Castaldi, mon chéri. On va aller voir ta place, on t'aime. Et on veut que tu reviennes parce qu'on t'aime trop. Dans un instant, c'est le zizi à mon père. Poupette Kenza fait polémique dans une vidéo avec sa fille de 2 mois. Alors ça, c'est un truc de fou. On va en parler dans un instant. Et puis, on va parler de cette histoire. Un adolescent de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy, bien entendu. Vous allez voir la lettre du rectorat. La famille s'est plainte de nombreuses fois. Vous allez voir la lettre du rectorat. C'est une catastrophe. Et sachez que c'est là un sujet national. Il y a une omerta sur cette affaire incroyable. Parce que tout le monde essaie de protéger les uns et les autres. Je vais tout vous raconter dans un instant. Il est 20h23, on est en direct. On revient dans 4 minutes. À tout de suite. Sa maison a été détruite au bulldozer par son propriétaire. Un truc de ouf. Cette histoire, vous allez voir les images. C'est un truc de fou. Il va nous en parler dans un instant. On va terminer juste les 3 infos du jour. Et le top 1, l'info du jour, c'est avec l'influenceuse Poupette Kenza. Cette dernière a encore publié une vidéo qui a fait polémique. Regardez et vous me dites ce que vous en pensez. Et c'est un truc de fou parce qu'elle a perdu près d'1 million de followers en 2 jours. C'est un truc de fou, hein, Gilles? C'est incroyable. Alors, on va voir la vidéo et vous allez me dire ce qui s'est passé après. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père.
Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une vidéo de Poupette Kenza, donc la célèbre influenceuse, qui est avec son enfant. Et visiblement, dans la vidéo, on a l'impression qu'elle montre à l'enfant ou qu'elle parle à l'enfant du sexe de son père qui sort de la douche. Voilà. Alors donc, elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. Même une partie de sa fidèle communauté l'a désertée. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est que son mari, d'abord, n'était pas nu. Et elle dit que c'est une maladresse d'avoir publié. Quelles que soient les explications... Alors, regardez, elle s'est justifiée. Voilà. Regardez mon Gilou. La vidéo en question a été mal interprétée, elle a été sortie de son contexte. Cette vidéo n'avait littéralement rien à faire sur mon Snapchat. Je le comprends, vous avez entièrement raison. Et je souhaite m'excuser auprès de toute ma communauté, auprès de tout le monde, pour celle que ça a pu heurter. J'ai partagé sans réfléchir. Je m'en veux tellement d'avoir posté sans vérifier avant. J'ai de suite supprimé, mais c'était déjà trop tard, ça faisait 10 minutes. Je comprends votre inquiétude. Mais tout ce qui se dit sur Internet, c'est faux. C'est uniquement dans le but. Des personnes qui me détestent, en fait, leur but, c'est d'utiliser chaque chose qu'elles peuvent avoir contre moi, le moindre contenu, qui joue en ma défaveur. Alors, bon, la seule chose qu'on peut dire, moi je ne fais pas partie de ceux qui la détestent, mais faire ça, c'est grave. Voilà. Il ne peut pas y avoir de justification, pas d'explication. Et même, je trouve, ce qu'elle dit est un peu faible par rapport à l'immense faute qu'elle a commise. Voilà, on ne fait pas ça devant des enfants. Moi, j'aimerais savoir ce qui est grave, du coup. Qu'est-ce qui est grave? Je trouve que c'est grave quand même de parler du sexe de son père devant un enfant. Moi, ça me choque. Je trouve que ça peut mettre dans la tête de l'enfant des images potentiellement pornographiques qui peuvent imprimer dans son cerveau. Voilà mon opinion. Elle est passée de 1,7 million de followers à 623 000. Oui. Rendez compte, en 24 heures pratiquement. Et surtout pour ses followers, en fait, Kelly, moi je trouve, parce qu'il y a plein de gens qui la suivent, des jeunes et tout, et en fait, le fait qu'elle fasse ça, ça normalise le fait qu'on peut montrer la nudité d'un papa à un enfant. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça normalise son papa, et ça reste son papa. Donc ça veut dire que... Ouais, mais son papa, moi, la nu, en fait. La nudité d'un papa, c'est pas un gadget. Ah si, pour moi, un petit bébé, il peut voir nu son papa, par exemple. Je pense qu'il faut réguler tout ça. Et ce que je vois surtout, c'est une femme de 23 ans qui est extrêmement mal entourée. Je pense que cette fille-là, si vraiment elle est bien entourée, elle ferait des trucs super, un peu comme Lena Situation et compagnie. Le père est jeune. Ça marchait très bien pour elle. Bien sûr, ça marche très bien. Je pense qu'elle va récupérer, mais il faut qu'elle change carrément sa manière de bosser. Honnêtement, je ne connaissais pas. Je suis parti voir ce qu'elle faisait. Effectivement, en 10 minutes, j'ai vu tout de suite que c'était une fille qui était forcément fragile, qui n'était pas entourée, et que c'est une jeune maman avec son papa. Et visiblement, je pense qu'elle peut être une excellente, mais je te le dis vraiment, d'une excellente actrice de bon, là, les gars, c'est vrai que là, perdre 1 million de followers en 24 ans, c'est que ça a vraiment choqué. Parce qu'elle a une communauté incroyable. Donc là, c'est vrai que c'est un truc de fou. En fait, le problème, c'est que ce qui choque, c'est qu'elle appuie sur le fait qu'il y a le zizi de son papa. Je pense que c'est ça qui choque. Ça te choque pas, toi, par exemple? Si, ça me choque, bien sûr. Alors, on va revoir la vidéo, parce que pour ceux qui nous rejoignent à 20h34 en direct, on va revoir la vidéo. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Voilà, donc c'est ça, cette vidéo qui a fait grosse polémique. Vous vous rendez compte que ceux qui nous rejoignent, elle a perdu 1 million de followers. Plus d'1 million en un jour, en 24 heures, 48 heures, c'est un truc de fou. Mais moi, je pense que c'est mérité. Je ne suis pas d'accord avec Moundir, parce que quand il dit il faut qu'elle s'entoure, depuis des années, elle prend des bras et des bras en postant des posts. Elle s'est fait une petite fortune, donc elle était bien entourée. Donc quand elle fait de la merde, après, on vient les excuser en disant ils sont mal entourés. Ah non, ils sont très bien entourés. Ils poussent le curseur à chaque fois, comme on a vu la maman qui avait filmé sa fille dans le bain. Là, ils poussent le curseur à chaque fois dans l'intimité de sa fille, dans la salle de bain. Là, pareil, ça pousse le curseur. Et dès que ça voit que ça pète et qu'on perd 1 million d'abonnés, on prend une feuille. Alors, pardon, excusez-moi que j'ai pas fait exprès. Non, t'as fait exprès, ça y est, c'est fait. Rideau. C'est dommage, mais c'est fait. Tu fais extrêmement bien l'influenceur qui s'excuse. Non, mais déjà, tu prends une feuille pour t'excuser. Tu vois bien qu'elle est mal entourée. Elle est pas méchante. J'ai pas dit qu'elle était méchante. Je dis juste que arrêtez de trouver des excuses. Mais je cherche pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Quand ils brassent de l'oseille, on leur cherche pas d'excuses. Ils brassent, ils brassent. Ils foutent rien de la journée, comme il dit l'achat. Coucou les loulous. Ils brassent de l'oseille. Et quand ils font une connerie, c'est pas de sa faute. Bah si, c'est de sa faute. Bien évidemment que c'est de sa faute. Bien évidemment. La seule chose que je suis en train de te dire, c'est que à partir du moment où ils continueront à se lever le matin et avoir ce réflexe de tout filmer, alors qu'il ne faut pas tout filmer, les enfants, il faut les protéger. Voilà, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que la loi, elle doit être très dure vis-à-vis des plateformes, en tout cas sur Snapchat, Instagram, Meta.
il faut que toutes les personnes qui montent leurs enfants, on leur coupe leur réseau. C'est clair et net. Elle a une carrière, mais pas les enfants. Tu peux montrer tes enfants si tu fais pas de dinguerie. Non, parce que tu prends les agences, de mannequins pour enfants et tout ça, c'est très régulier. C'est quoi l'âge alors? C'est quoi l'âge? Alors vraiment, qu'est-ce que t'en penses? À partir de quel âge tu peux montrer ton enfant? Tu peux être heureux et fier de montrer ton enfant parce que tu lui as acheté un petit blouson, il est beau. Regardez le blouson de mon loulou, il est super beau. Ah là, stop, terminé. T'es pas obligé d'aller à la salle de bain. Oh loulou, il se baigne, oh loulou. Faites quoi les mecs? C'est exactement ce que je dis. Pourquoi tu veux punir le mec qui met son fils sur Internet? S'il veut le mettre sur Insta ou sur Mais de cette manière-là, reste dans le wagon avec moi. Je suis dans le wagon avec toi, c'est toi qui dis. Mais non, mais c'est toi, t'es dans le wagon, t'as lâché. Reviens avec moi. Je suis côté fenêtre, je vois le paysage. Mais non, le paysage, je suis avec toi. De toute façon, elle a perdu 1 million de téléspectateurs, donc ça doit faire followers, donc ça doit faire réfléchir tous les Instagrammeurs et etc. C'est quelque chose que tu peux pas faire aujourd'hui. J'aimerais voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Elle a été sanctionnée directement. 37. Qu'est-ce qu'ils disent? Prenez-vous la polémique. C'est très partagé. Ça, c'était sur les Voilà, ils n'ont pas. Voilà, merci en tout cas de travailler en régie. Merci d'être là. Merci beaucoup pour votre présence. Parce que c'est juste une présence que je ne sais pas ce qu'ils font. On va maintenant revenir sur cette terrible histoire. Un adolescent de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy dans les Yvelines début septembre après plusieurs mois de harcèlement. Pourtant, ce qui est tombé aujourd'hui, c'est la une du jour, puisque ses parents avaient tout fait pour prévenir le personnel éducatif, professeurs, proviseurs et même rectrices. Personne n'a jamais pris en compte la détresse de l'adolescent. Je vais vous lire la lettre dans laquelle la rectrice répond aux parents. C'est un truc de fou. Elle a été publiée ce week-end. Michel Marie va nous raconter toute l'histoire. Vous allez voir, on était tous vraiment là. Je vous dis, ça fait une polémique incroyable. Là, pour le coup, là, j'utilise le mot polémique parce que le mot polémique est utilisé à toutes les sauces pour n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est une vraie polémique et sachez que personne ne veut parler. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe aux plus hautes instances de l'État et c'est vrai que ça a foutu, je peux vous dire, ça a foutu un coup de pied dans la fourmilière, cette histoire. Mais malheureusement, il y a un adolescent qui s'est suicidé, de 15 ans. Il y en avait marre qui n'en pouvait plus. Son papa doit nous regarder, on pense très très fort à lui et à sa maman également. Regardez, et dans un instant, Michel Marie va nous raconter toute l'histoire, il va vous raconter toute l'histoire, et je vais vous lire la réponse au lancement d'alerte de la famille. Vous allez voir la réponse du rectorat. C'est un truc de fou parce que c'est le rectorat qui va les menacer derrière. Vous allez voir ça, c'est complètement fou. Regardez. Début septembre à Poissy, Nicolas, 15 ans, est retrouvé dans sa chambre, pendu à son lit. Quelques mois plus tôt, ses parents avaient pourtant signalé ce harcèlement une deuxième fois auprès du lycée et déploré des mesures insuffisantes de la part de l'établissement. En réponse, le rectorat leur a adressé ce courrier. Vous avez reproché à un professeur sa passivité face à un supposé harcèlement subi par votre enfant. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Un nouveau plan de lutte contre le harcèlement scolaire devrait être dévoilé par le gouvernement d'ici la fin du mois. Alors, je vais vous lire l'ensemble de la lettre dans un instant, la réponse du rectorat. Juste avant, Michel, qu'est-ce qui s'est passé le 5 septembre? Le 5 septembre 2023, c'était il y a 13 jours, c'était un mardi. Nicolas, 15 ans, a mis un terme à sa très courte existence. C'est sa maman qui le retrouve dans sa chambre. Il s'est pendu avec un linge de lit. Nous sommes donc à Poissy et je pense que pour comprendre ce terrible drame, il faut revenir 1 an en arrière, c'est-à-dire à la rentrée 2022, septembre 2022, où ce jeune homme, ce jeune adolescent rentre en 3e au lycée professionnel Adrienne Bolland à Poissy. Et assez rapidement, je crois que c'est la date, c'était le 30 septembre, il est harcelé, maltraité par 2 de ses camarades qui commencent à avoir des mots sales à son endroit en lui disant qu'il est nul, qu'il est laid, qu'il est moche, que personne ne l'aime, qui insulte également les membres de la famille de Nicolas en disant ta mère et ta sœur sont des salopes, je vais baiser ta mère. Enfin voilà, ils ont 15 ans et voilà comment les choses se passent. L'adolescent va encaisser pendant plusieurs mois parce qu'en réalité, on prend connaissance, enfin les parents prennent connaissance de l'ampleur du drame
au mois de mars. Et ils vont très vite intervenir, ils ont été extrêmement réactifs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils devaient faire d'abord et ce qu'ils pouvaient faire, en prenant rendez-vous avec le proviseur, avec le directeur de l'établissement, donc du lycée, du fameux lycée Adrienne Bolland. Clairement, on ne les prend pas au sérieux, on leur dit oui, on va s'occuper de ça. Pourquoi il a harcelé déjà ? Bah, écoutez, je sais pas. Il y a toujours un enfant dans ces classes qui subit du harcèlement. Oui, pour ce qu'il est, pour son physique, pour tout, quoi. C'est-à-dire que non, mais on lui sans raison particulière. Non, mais son physique est parfait. Non, mais il est ciblé pour des raisons qui sont complètement délirantes. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas eu une bagarre préalable, il n'y a pas eu un conflit préalable. Il est devenu la cible des harceleurs. Il devient le bouc émissaire de 2 ou 3 harceleurs. Alors, il est 20h42, racontez-nous, Michel. Et donc, au mois de mars, les parents commencent à prendre les choses en main, prennent des rendez-vous avec les autorités du lycée. Les choses n'avancent pas beaucoup. On leur promet de leur donner une réponse dans les 15 jours. Les 15 jours passent, ils n'ont pas de réponse. Et ils vont faire un premier courrier que je tiens à votre disposition, qui est un courrier extrêmement courtois. Moi, je peux le lire ? Bien sûr. Le courrier des parents, parce qu'on va raconter vraiment... Le courrier est extrêmement courtois. Le courrier donc, des parents qui est très courtois. Et juste avant, je voudrais dire un truc, c'est que lors le 30 septembre, quand vous dites voilà, qu'il y a deux élèves et il est pris à partie par 2 élèves, l'établissement déclare qu'ils ne peuvent rien faire car cela s'est passé pendant le temps du périscolaire. Ce n'est donc, selon eux, pas de leur responsabilité. Ça pour moi, mais ça, c'est inadmissible. Pas... Alors, quelqu'un se fait tuer pendant le périscolaire. Ah bah non, c'est pendant le périscolaire. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Non, mais c'est pour ça que je me suis permis de le signaler, Michel. Cet événement, il va marquer le début, comme vous avez dit, de 8 mois de harcèlement. C'est ça. Ouais, donc, c'est un truc de fou. 2 élèves du lycée, donc voilà, il insulte toute la journée. Il insulte sa mère, sa sœur, lui, ils disent qu'il est moche, qu'il est nul, que personne ne l'aime. Donc, les parents, ils adressent un premier courrier, 18 avril. Voilà, donc vous allez lire, tiens, vous-même, parce que... je vais mettre mes lunettes parce que... Exactement. Principaux passages, parce que c'est inadmissible. C'est une lettre qu'ont fait les parents. Et les parents, pour le coup, ils ont été incroyables. Oui, c'est ça qui est fou. Il en a parlé à ses parents, il a tout fait bien. Il a tout fait bien, ils ont tout fait bien. Voilà, alors regarde. Je vous lis tout ? Bah oui. Enfin, donnez-nous les passages les plus importants. Nous sommes venus vous voir, alors il donne la date, pour vous signaler donc que 2 personnes ont des propos désobligeants à la fois pendant les cours et lors des temps de pause à l'endroit de notre fils. Nous avons eu connaissance par notre fils lors d'une altercation a failli dégénérer entre les 2 individus. Le professeur principal a été aussitôt mis au courant, ce que vous disiez tout à l'heure, Cyril, mais il nous a dit qu'il ne pouvait rien faire car l'altercation s'est déroulée pendant le temps de pause. Aussi, cela ne concernait pas l'établissement. Donc là, on revient sur les insultes. Ces 2 camarades n'ont pas hésité à dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans notre entretien, vous aviez indiqué que vous mettriez en place une action au sein de votre établissement. Visiblement, cette action n'a pas été prise et aucune punition n'a été à l'endroit ou à l'encontre de ces 2 individus. Il y a également ces 15 jours qui ont été largement dépassés. Vous nous aviez promis une réponse sous 2 semaines. Et devant votre immobilisme, celui de votre administration et celui de vos professeurs, donc le 22 mars 2023, donc c'est déjà 6 mois après les premiers événements, nous avons donc avisé le rectorat par le biais du service de lutte contre le harcèlement du ministère de l'Éducation de la situation que subit notre fils et des conséquences sur son moral, sur son état mental qui se dégrade. Une main courante, donc c'est en dessous de la plainte, a été déposée au commissariat de police de Poissy le 12 avril 2023. Il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique dans votre établissement sans réagir d'une quelconque manière. Aussi, allons-nous déposer plainte et vous considérer comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils. Termine par veuillez agréer. Exactement. Alors ça... Courtoise. Oui, voilà. Alors, il faut savoir que 5 mois, plus de 5 mois après le début du harcèlement, donc le 10 mars,
le proviseur du lycée reçoit les parents. Les 2 harceleurs sont reçus par le CPE. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, on est d'accord. Rien. Il ne se passe rien. Ouais, il reste en classe, il reste en cours. Et Nicolas continue de se faire harceler. Ça n'a rien dû changer du tout. Il reste en cours, tranquille. Donc, le 22 mars, bon, en crin de bouche, comme vous dites, la famille de Nicolas décide d'informer le service de lutte contre le harcèlement. Et déposer une main courante, comme vous venez de le dire. Ils écrivent une nouvelle fois au chef de l'établissement. Et le 4 mai, et c'est là, c'est ce qui est tombé aujourd'hui, c'est l'info du jour. Si vous nous rejoignez à 20h46, le 4 mai, les parents, donc leur fils se fait harceler depuis 8 mois, ils écrivent au rectorat, ils ont été voir le proviseur, rien n'a bougé, leur fils est au bout du rouleau, on est à quelques mois du drame, et ils reçoivent une réponse du rectorat. Et là, voilà ce que leur dit le rectorat. Écoutez bien, parce que là, c'est une affaire d'État, sachez-le, et qu'il y a en ce moment une omerta pas possible, que personne n'a voulu venir parler, que c'est un truc de fou, et que là, ça touche toutes les institutions. Et là, le rectorat, le fait qu'on ait pu se procurer la réponse du rectorat, que les parents lui aient donnée, c'est un drame. C'est un drame, cette réponse est un drame. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale, dont le professionnalisme et l'intégrité n'avaient pas à être remis en cause de la sorte, sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. Selon eux, avant cette dernière lettre, les parents de Nicolas ont manqué de respect au personnel scolaire. Avant que je lise la suite de la réponse, pourquoi ils disent ça? C'est dans les propos tenus par les parents, mais c'est pas vrai en réalité. Les parents, ils se plaignent juste de la situation, ils demandent... Ils se plaignent que rien ne soit fait. Oui, ils demandent juste à ce qu'on prenne en compte leur... et qu'on protège, leur demande. Et qu'on protège leur fils. C'est du corporatisme, ça. Alors, ce que vous faites, c'est ce à quoi on assiste, c'est du corporatisme. Alors, écoutez la suite de la réponse du rectorat. C'est pas la peine de la mettre derrière, on va la lire. Merci. Il convient de vous rappeler que si votre qualité de parent d'élève vous octroie le statut de membre de la communauté éducative en application des articles du Code de l'éducation, cette qualité implique également que vous respectiez l'ensemble des professeurs, personnels de l'éducation nationale et l'institution scolaire conformément à l'article du même code. On a l'impression qu'ils ont menacé le proviseur ou les professeurs. Est-ce que c'est le cas? Alors que ce n'est pas le cas, mais absolument pas. D'ailleurs, je vous ai lu une partie de la lettre, je n'ai pas tout lu, c'était tout petit, mais c'est absolument pas le cas. Cette lettre est courtoise, ils ont eu des entretiens courtois, ce sont des gens au-dessus de tout soupçon. Bien sûr. Il y a vraiment... c'est le corporatisme, une fois de plus, de l'éducation nationale. Alors, derrière, et c'est là, ça devient incroyable, 20h49, on est en direct si vous nous rejoignez. La réponse du rectorat, donc, après le drame de Poissy, enfin avant d'ailleurs, ils disent, par ailleurs, conformément à l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexactes, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc là, vous avez compris qu'il les menace. Donc en fait, là, il menace les parents, Gilles. Directement de dénonciation calomnieuse. Là, on assiste à la pleine omerta. C'est l'institution qui veut imposer une chape de silence et qui dit aux parents, attention, si vous continuez, regardez ce que vous allez prendre. C'est incroyable. Que de victimes, ils deviennent coupables. Ça, c'est le rectorat qui écrit ça. Écoutez bien. Le 4 mai. Le 4 mai, c'est le rectorat qui fait... Parce que moi, je parlais comme ça. Il met un coup de pression aux parents d'un élève qui se fait harceler. Et qui vit un enfer. Et qui vit un enfer, et que les parents vivent un enfer, et il va se passer un drame quelques mois plus tard. Donc ça c'est une pièce à conviction incroyable. C'est plus qu'accablant, c'est une bombe. La suite, regardez ce qu'il leur demande. Aussi dans l'intérêt de votre enfant, et par souci d'exemplarité à son égard. Regardez comme ils sont vicieux. Non mais regardez le vice. Ça c'est du vice, ça, je suis désolé. Regardez comment ils essaient de retourner la situation. Et il dit, par souci d'exemplarité à l'égard de l'enfant, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse
envers les autres membres de la communauté éducative et plus largement tout personnel de l'éducation nationale qui œuvre à la prise en charge de votre fils et agit au mieux à son égard. Agit au mieux, ils n'ont rien fait. Ah oui. On est d'accord, Michel? On est d'accord. On inverse la culpabilité. Donc on inverse la culpabilité. C'est pas fini la lettre, je vous dis, c'est incroyable. Gilles, donc là c'est une manipulation. Total. Là c'est une manipulation du rectorat. Total. Imaginez l'enfant qui lit ça. Non mais je vous dis. Donc, avec code de l'éducation, code pénal, c'est pour leur faire peur, quoi, à ces pauvres parents, ces pauvres enfants, on veut les terroriser. Il stipule qu'ils encourent une peine, une amende de 45 000 euros. Bien sûr. Et 5 ans de prison. Et c'est à partir de ce moment-là que Nicolas a un comportement qui est encore plus inquiétant pour son entourage et ses parents. C'est la réponse du rectorat qui fait qu'il devient encore plus sombre. Donc ils ont une responsabilité directe dans ce qui va se passer. Oui, parce que c'est bien de le signaler ça, parce que ça c'est avant. Ça c'est le 4 mai. Donc ils ont une responsabilité directe. Ce qui est sorti aujourd'hui, c'est une bombe. Ils ont une responsabilité directe dans ce qui va se passer après, Jacques Cardoz. On est d'accord? Oui, puisque c'est son entourage direct décrit qu'il a changé, il a basculé, et que s'il avait eu une forme de reconnaissance sur le thème « on va s'occuper de toi, il y a un problème, on va s'y intéresser », qu'il croyait avoir. Qu'il croyait avoir, parce qu'il avait espoir dans ce courrier. Il avait été reçu au début. Peut-être n'aurait-il pas réagi comme ça. Non seulement il est harcelé, mais je dis que maintenant, à cause de lui, ses parents vont avoir des problèmes. Exactement. En plus, il culpabilise encore plus. Voilà. Vous rendez compte, la phrase « aussi dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard », je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive. Non mais vous vous rendez compte, la manipulation. Il termine en indiquant que si les parents n'adoptaient pas une attitude constructive et respectueuse, elles seraient contraintes de prendre toutes les mesures nécessaires. Je serai contrainte, le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires tant au bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale qu'à la protection et la sécurité des personnels qui y concourent. Vous vous rendez compte ou pas? C'est une lettre de coup de pression. Protège-nous. Cette lettre, elle a particulièrement blessé Nicolas. Sachez-le, il s'est senti ni cru, ni écouté. Il s'est senti lâché par les institutions, par le rectorat, par le lycée d'abord, par le rectorat. Et un danger pour ses parents. Et en septembre, Nicolas, il a changé d'établissement scolaire. Donc c'est lui qui est harcelé, qui a changé d'établissement. Il est parti dans un autre établissement. Ça n'a pas suffi, puisqu'il s'est pendu dans sa chambre le 5 septembre dernier. Il s'est pendu dans sa chambre le 5 septembre dernier, et le 4 mai, les parents reçoivent cette lettre. Ils reçoivent cette lettre le 4 mai, les parents. 3 mois après, Nicolas s'est pendu. Il voit que ses parents, à ce moment-là, sont malheureusement dépourvus de toute solution. Que personne ne les écoute, que personne ne les croit, que ses parents... Et en plus, il a dû croire, Nicolas, il se dit, je fais du mal à mes parents. Parce que mes parents se font menacer. Alors qu'on dit qu'il faut parler absolument, il a parlé. Cette lettre et cette réponse du rectorat, c'est une bombe. Sachez que personne ne veut parler. C'est catastrophique. Et ce qui se passe dans l'éducation nationale, on savait qu'on avait un ministre complètement absent avant. Sachez que Gabriel Attal est en train de travailler justement là-dessus et qu'il va y avoir un grand ménage de fait. Il a osé dire les mots, Gabriel Attal. Sachez-le, Gabriel Attal va faire un gros ménage. Il ne parle pas là, mais il va bientôt parler. Il a eu des mots très forts. Et je peux vous dire, il a dit que c'était sait que actuellement, il y a dans l'éducation nationale des gens qui se tiennent. Jacques, c'est une affaire qui fera date, à n'en pas douter, parce que tout est inversé, toutes les valeurs sont inversées. Ce garçon, il apparaît gentil, il n'y a aucune raison, comme tu dis au départ, mais pourquoi il est victime des autres? Il n'y a rien, il n'y a pas eu d'antécédent. Donc ce garçon, il est tout gentil, il se demande pourquoi il ne peut pas évoluer avec ses copains. Il y a 2 harceleurs, on ne les reçoit jamais, on ne leur demande jamais des comptes à ces 2 harceleurs. Ensuite, il y a l'attitude des parents. Les parents sont exemplaires, irréprochables. La qualité de leur écrit, enfin, je veux dire, il n'y a jamais de mot, d'un mot plus haut que l'autre, etc. Et puis ensuite, on a le bouquet final. C'est la réponse du rectorat. Là, c'est toute la froideur de l'administration, la bêtise de l'administration. Et alors, le summum, c'est d'arriver à accuser les parents, à faire en sorte la menace et à faire en sorte que le gamin, pour qui on devrait tout faire pour qu'il sorte de cette situation, deviennent encore plus coupables de cette affaire. Excusez-moi, on a vu plein de cas de harcèlement scolaire, on a vu plein de drames. Comment on peut être aussi, excusez-moi, aussi débile pour ne pas répondre et répondre ça? Excusez-moi. C'est juste les mecs, ils veulent juste ne pas rentrer dans l'affaire, se protéger. Ils se protègent les uns les autres. Couvrir les uns les autres. Exactement. Et il y a quelque chose qui est absolument scandaleux, c'est que les procureurs
des lycées, les proviseurs, excusez-moi, les proviseurs des lycées ne veulent pas signaler les cas de harcèlement. Pourquoi ? Bien sûr. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand ils signalent au rectorat ou à l'académie un cas de harcèlement, on leur dit « tais-toi, sinon tu vas être mal noté ». Le recteur ne voulait pas signaler au ministre les cas de harcèlement en se disant « on va dire que dans mon académie, je ne gère pas bien ». Donc il faut retourner tout le truc avec la complicité du ministre, je le dis, ça n'engage que moi, du ministre de l'Éducation nationale d'avant qui incitait au silence. Mais bien sûr. Donc maintenant il faut retourner le truc. Le ministre de l'Éducation nationale d'avant, il voulait juste pas avoir de problème. Il est venu, il croyait qu'il était au Club Med. C'est la grande regardez en revanche la réaction de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui a eu des mots très durs. Il y a des problèmes politiques aussi. Contre cette lettre, regardez. Ce courrier est une honte. Une honte. Dès lundi, je réunirai l'ensemble des rectrices et des recteurs, puisque je veux lancer un audit dans l'ensemble des rectorats sur toutes les situations de harcèlement qui ont été signalées jusqu'au rectorat l'année passée. Après, il y aura un avant et un après. Hein. Oui, c'est sûr. Parce que malgré tout, pardon, mais la rectrice à l'époque n'y est plus en poste aujourd'hui. Je crois que c'est la rectrice des Yvelines. Et je pense qu'elle doit être convoquée. Je pense qu'il va y avoir une enquête sur elle, parce qu'elle a été nommée là parce que c'était une amie de Macron, alors qu'elle ne devait pas normalement être actrice, elle n'avait pas les compétences. C'est ça, c'est ce qu'on a dit. Malgré tout, il y a aussi un scandale peut-être politique. Mais là, je vous dis, cette histoire, Géraldine, je te le dis, c'est un truc de fou. Oui. Sachez-le, si vous nous rejoignez à 20h57, l'histoire de Nicolas, qui est un drame. Son père, je pense à lui très fort, je pense très fort à sa mère également. Et j'ai eu Carl Olive aussi au téléphone aujourd'hui, maire de Poissy, qui lui est dans un état lamentable, il connaissait très bien les parents, Carl. Lui aussi, il est dépité par ce qui s'est passé. Sachez-le, et tout le monde me dit, pour l'instant, on nous a demandé de fermer notre bouche. Normalement, c'est l'armée. Personne ne doit parler pour l'instant. C'est Gabriel Attal qui parlera, a priori, la semaine prochaine, pour annoncer, je vous le dis, il y aura un avant et un après, pour annoncer des très grandes mesures par rapport à ce qui s'est passé. J'espère qu'il viendra les annoncer ici, en tout cas. Mais sachez que ça va bouger et que là, je vous dis, c'est une déflagration. Mais malheureusement, je vous le dis parce que tout le monde s'agite autour, mais moi je pense aux parents de Nicolas qui ont tout fait. Ils ont tout fait bien et ils se disent aujourd'hui, nous, le système nous a tués. Bien sûr. Et il a tué notre fils, ce système. Et si je me permets, Cyril, c'est la même académie que Samuel Paty. Et il y avait aussi des annonces à cette époque-là, et il avait été aussi complètement abandonné. Donc là, c'est très très grave ce qui s'est passé. Sachez-le. Michel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Il faut effectivement attendre. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction de Gabriel Attal, qui, pour un ministre de l'Éducation nationale, a porté sa voix, et très vite, sans dire... On attend les résultats de l'enquête, le blablabla habituel. Non, il a été incroyable. Il a clairement dit les choses, c'est une honte, et il ordonne un audit, donc c'est bien. Merci. On va passer à une autre histoire folle. On va raconter des histoires, vous savez, dès 20h50 ici. Et là, une histoire de fou qui se passe dans le Var. Olivier loue une maison où il vit avec ses parents qui ne sont pas autonomes. Un jour, il dépose son fils à l'école, et quand il revient chez lui, il tombe nez à nez avec une pelleteuse qui est en train de détruire la maison. C'est une histoire de fou, vous allez voir les images. À bord, le propriétaire de la maison. Alors qu'Olivier avait déposé plainte, la justice ne lui a pas donné raison. C'est une histoire incroyable. Olivier, il est avec nous ce soir. J'aimerais juste qu'on regarde, pendant qu'il rentre, merci Michel, les images de ce qui s'est passé. Regardez les images de la pelleteuse, voilà, donc la maison. Regardez, c'est un truc de fou. Allez-y, Olivier, c'est un truc de fou. Donc, les explications du propriétaire, vous les allez avoir dans un instant. Merci Olivier d'être avec nous, donc locataire de la maison qui a été détruite à la pelleteuse. C'est-à-dire que le propriétaire a détruit sa propre maison. On va revenir sur ce jour hallucinant, 8h30. Bonjour Olivier d'ailleurs. Bonjour. Vous déposez votre fils à l'école et sans quand vous rentrez chez vous, vous découvrez l'imaginable. L'imaginable, et puis surtout mes parents dehors. Mes parents, 88 ans, en train de pleurer dehors sous la pelleteuse. Donc ils viennent d'échapper au gravat. C'est un peu une catastrophe. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, la personne qui est dans la pelleteuse, c'est mon soi-disant propriétaire. On apprendra par la suite que ce n'est qu'un squatter qui m'a loué cette maison. Les véritables propriétaires, aujourd'hui, on les connaît. Ils ne sont pas là du tout et ils n'étaient pas au courant de l'histoire. Là, c'est encore plus catastrophique. Alors ça, c'est une histoire de fou. Non, mais vous allez entendre cette histoire à 21h si vous nous rejoignez. C'est une histoire de fou. Cette maison, c'est 10 ans de procédure. Et c'est une famille qui a volé la maison, c'est une grande maison, à des gens âgés, en les torturant, en les privant de liberté. Et ils ont réussi à faire signer des papiers pour une SCI qu'ils n'ont jamais payé. Attendez, c'est très grave.
C'est très grave. Et les véritables propriétaires aujourd'hui, qui sont les héritiers de Madame Fortier, qui était cette dame qui est décédée, qui était une grande dame, une grande couturière de la télévision française, entre parenthèses. Les héritiers aujourd'hui, ils sont âgés, ils essaient de se battre depuis 10 ans, avec beaucoup de mal, parce qu'on ne les croit pas. Et cette famille, ils ont un peu abandonné la maison, ils ont pillé la maison. Il faut savoir qu'il y avait un inventaire de 600 pages, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et pour finir, c'est les enfants, donc le fils de ce monsieur, qui n'a absolument rien à voir dans la SCI, rien du tout, qui squattait cette maison, et qui m'a loué cette maison, avec des faux papiers. Il faut savoir que ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui auraient pu s'énerver. Je me suis énervé, vraiment, mais je n'ai pas voulu être violent. Il est resté dans sa pelleteuse. Alors racontez-nous, parce qu'on va bien raconter l'histoire. Vous habitez donc une maison depuis combien de temps? Donc là, aujourd'hui, ça va faire 8 mois. 8 mois. Vous êtes locataire avec vos parents dedans? Voilà. Vos parents qui ont quel âge? 88 ans. D'accord. Là, vous amenez votre fils à l'école et vous revenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il va détruire la maison? Alors, c'est très simple. On a fait un bail classique, un T5. Enfin, jusque-là, je dirais que je suis un locataire lambda. La seule petite différence, c'est que la maison est très sale. Elle a été squattée 10 ans. Et donc, le deal qu'on passe ensemble, c'est 5 mois sans loyer, le temps que je nettoie. Donc, pendant ces 5 mois, je fais 200 camions à la déchetterie. Je nettoie les rats, parce que la maison, elle est infectée. C'est pas possible. Ils vivent dans une crasse monumentale. Et au bout de 5 mois, un jour, il arrive. Alors, j'ai eu une faiblesse. On a tous des faiblesses. Je lui ai autorisé 2 chiens qu'il a laissés dans cette propriété, dans un petit patio qui est au milieu, et dont les chiens, il les a laissés dépérir. Et je l'ai laissé parce qu'il ne savait pas où les mettre, soi-disant, ces chiens-là. Et jusqu'au jour où vraiment j'ai eu mal au cœur parce qu'ils avaient à manger un jour sur 2, un jour sur 3. Et un jour, je les ai libérés. Voilà, je les ai libérés et lui n'avait plus du coup le droit de venir dans cette maison. Il n'avait aucune raison. Et ce jour-là, ça l'a énervé, forcément. Et là, il m'a dit, non, moi, venant que la maison est propre, moi, je vais récupérer un garage et je vais récupérer cette partie-là qu'il a démolie. Et là, je lui ai expliqué que quand on est locataire d'une maison avec un bail, le propriétaire n'a même pas le droit de mettre un orteil dans la maison. Mais il faut savoir une chose. C'est un jeune garçon, il n'a pas la connaissance de la loi, même de la loi minimum, le civique, on va dire. Donc il a fait un petit peu n'importe quoi. Mais derrière ça, il y a quand même un huissier de justice qui l'a conseillé, je le dis bien, qui l'a conseillé, qui a fait une sommation pour le laisser rentrer dans la maison. Et pendant l'audition chez les gendarmes, l'huissier de justice de Brignoles a eu le culot réel devant les gendarmes d'insister, de dire que ce garçon avait le droit de venir faire des travaux dans cette maison, travaux d'aération. Et cet huissier, pour la petite histoire, il est très au courant du dossier, parce que c'est lui qui a entre les mains, c'est grave, il a les documents que depuis le 24 octobre dernier, il y a eu une procédure par les héritiers et qui ne sont pas propriétaires de cette maison. Ouais. Donc il est vraiment au courant. Il est complice. Voilà. Il est complice. Et voilà. Alors on va parce que imaginez-vous, vous amenez votre enfant à l'école, vous revenez de l'école et là vous voyez, c'est là qu'on a envie de savoir. Vous arrivez, vous voyez quoi? Une pelleteuse qui est en train de détruire la maison. Voilà, il est en train de détruire la maison. Parce que c'est fou. Vous arrivez, on se croit que on se dit qu'est-ce qui se passe. Oui, on a ça, on a ce côté où moi j'ai pris surtout mes parents. Mes parents, ils étaient en train de pleurer dehors. Il faisait moins 3 degrés. Donc vos parents, comment ça se passe? Ils sont tranquilles à la maison. Ils entendent quoi? Au départ, ils ont cru que c'était moi qui arrivais avec une pelleteuse en se posant des questions. Ils sont âgés. Et puis quand ils sont sortis, qu'ils ont vu la maison. Pour des gens âgés, c'est comme des enfants, en fait. Même pour des gens pas âgés. Ouais, mais là, ça a été vraiment un choc. Et il était sous la pelleteuse en disant, mais il est fou, il est fou. Quoi, il a pris la pelleteuse et donc il a commencé à faire quoi? À détruire la maison? Alors déjà, il a explosé tout le portail en bas, littéralement. Et ensuite, il est monté jusqu'à la maison où il y a un grand chemin. Donc la pelleteuse avance tout doucement. Et il est arrivé à cette maison, il a détruit une partie de la toiture, une partie des murs, etc. Un peu n'importe quoi. Et vos parents étaient dedans? Mes parents étaient dedans. Donc qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils sortent. Pourquoi à ce moment-là? Ils sortent parce qu'ils sont inquiets. L'état de la maison, c'est catastrophique. Donc, ils sortent dehors. Voilà. Et là, ils sont en train de dire, c'est le moment où j'arrive, ils sont en train de dire, oh, qu'est-ce qu'il fait? Ils pleurent et ils sont dans tous leurs états. Et là, ils continuent à détruire la maison? Ils continuent à détruire la maison. Là, vous arrivez, parce qu'on se met tous à votre place. On imagine la scène, si vous nous rejoignez à 21h05. Olivier va amener son fils à l'école. Il revient, il y a un mec qui, avec une pelleteuse, est en train de détruire sa maison. Alors que c'est lui. Et donc là, il y a ses parents qui disent, et là, vous lui dites quoi? Rien, parce que d'abord, il est dans sa pelleteuse. Je lui demande
clairement de sortir de la pelleteuse. Oui. Et il ne sort pas de la pelleteuse. D'accord. Il continue à détruire? Il continue de détruire. Donc là, j'appelle la gendarmerie parce que j'ai pas d'autre solution. Bien sûr. La gendarmerie, dans les mêmes délais, appelle les pompiers, puisqu'il y a mes parents qui sont là, et c'est quand même une situation catastrophique, et ils sentent au téléphone que ça va dégénérer. Et ça va dégénérer. Pendant ce temps-là, il fait demi-tour avec la pelleteuse, il redescend le chemin, et là, il va en direction de mes parents, et de la partie où mes parents habitent. Et là, je me mets devant la pelleteuse, et je lui dis, bah non, là c'est clair, tu n'avances pas, et j'ai pas bougé. Et il m'a roulé dessus. Non. Et il vous a roulé dessus. Ouais, et là, j'ai pris un caillou. Et là, je me suis vraiment mis en colère. Donc, j'ai les gendarmes au téléphone. Hein. J'ai les gendarmes au téléphone. Ouais. J'ai les pompiers qui sont déjà en bas de la maison qui attendent parce qu'ils ne peuvent pas intervenir. Et moi, je suis là avec un caillou face à une pelleteuse. Voilà. Quoi, elle avance vers vous? La pelleteuse avance vers vous? Ouais, il a avancé. Il m'a abîmé les jambes, les tibias, etc. Et quand j'ai le caillou comme ça... j'ai le moment de le balancer. Je pense que tout le monde... Voilà, mais je me retiens. Voilà, je me retiens et je lui dis de sortir de la pelleteuse. Voilà, je lui demande bien de sortir de la pelleteuse. Et à un moment donné, pour éviter qu'il y ait un pépin, parce qu'il peut y avoir un pépin, ça peut déraper, j'ouvre la porte de la pelleteuse et je tords une borde de sécurité qui est à l'intérieur pour l'empêcher de sortir, pour le bloquer dedans. Voilà. Et là, il crie arrête, arrête, c'est une location, arrête, arrête, c'est une location. Non, mais il est incroyable, c'est une location. Non, mais c'est une blague. Arrêtez, c'est une blague. Non, c'est ça. Non, mais c'est une blague. Inspecteur la bavure. C'est vrai, c'est l'inspecteur la bavure. C'est Morzini. C'est Morzini. Non, mais on en rigole, mais c'est dramatique. Mais c'est fou. Ouais, on en rigole 8 mois après. C'est le moment. Et donc, il a détruit la maison. Voilà, il a détruit. Pourquoi il a détruit la maison? C'est ça qu'on demande. Pourquoi? Tout simplement parce que... À quel moment il se dit, je vais aller chez lui le matin, je vais détruire sa maison? Alors c'est très simple. Moi, j'ai eu la réponse aux auditions de gendarmerie. Il faut savoir que dans cette histoire, il n'a jamais fait de garde à vue, jamais de prise de stupéfiants, rien. Les gendarmes, quand ils vont le sortir de la pelleteuse, ils sont filmés par mes parents, ils sont en train de rigoler parce que lui, il a des amis à la gendarmerie et c'est ses potes. C'est incroyable. C'est un truc. Mais quand vous le vivez, vous dites à un moment donné, vous savez que quand je suis descendu en bas de la maison avec les pompiers, et ce caillou, une gendarme m'a dit « Ah, vous l'avez quand même menacé avec un caillou, et il y a violence. Hein. » Mais il leur dit quoi alors? Moi, je dis rien, je reste calme. Le motif, pourquoi il a fait ça? C'est très simple. Ben, il avait envie de reprendre une partie de la maison. Ouais. Et comme je lui ai dit que non, parce que je suis locataire, je suis dans mes droits, et qu'il pourrait refaire ça au bout de 3 ans, parce que c'est un 369. Mais pour l'instant, basta, le portail restait fermé et il ne venait plus mettre les pieds ici. Donc, sous coup de colère, il a décidé de détruire la partie qu'il devait reprendre. Donc il a cassé sa propre tirelire, puisqu'il lui versait un loyer. Non, alors c'est ça le pire. Alors c'est là maintenant que ça va rebondir. Écoutez bien, parce qu'à 21h08, en fait, ce gars-là, et là, c'est ce que vous nous avez dit, parce que je n'avais pas bien compris, maintenant on comprend mieux, ça n'est pas en vrai le vrai propriétaire. Non, c'est une famille qui a acquis cette maison. Mais lui, c'est qui alors, ce gars-là? Ah, c'est le fils le fils du monsieur qui avait acquis cette maison avec cette dame-là. Voilà. D'accord, mais c'est à lui la maison? Il a monté une SCI, vous avez dit qu'il avait monté une SCI. Vous le versez à qui le loyer? À la SCI? À qui vous payez le loyer? Les 5 mois, vous avez fait le ménage. Il y a 3 mois, vous êtes resté 8 mois. Les 3 mois de loyer, j'ai payé à ce garçon. Alors pourquoi il va détruire une maison si vous lui payez un loyer? Alors là, il faudra lui poser la question. Et donc là, mais lui, il dit qu'il vous avait cédé qu'une partie du logement et pas la totalité du logement. Alors c'est là toute l'histoire. Et qu'il a cassé la partie à vous. La réponse, entre guillemets. La réponse qui m'a clarifié, parce que moi je suis resté quand même parce qu'on n'a pas eu avec ce garçon, on n'a pas eu d'échange négatif avant, il faut bien le savoir. Mais j'ai compris, quand il y a eu les auditions de gendarmerie, il a tout simplement dit « Non, mais moi, je lui avais pas loué toute la maison. » Alors justement, regardez ce qu'il a dit. Si vous nous rejoignez à 21h09, histoire de fou, Olivier est locataire, il part amener son fils à l'école, il revient, il y a un mec avec une pelleteuse qui casse sa maison avec ses parents dedans, et il y a eu un drame en plus au niveau de votre père qui a eu un problème juste après. Il s'est exprimé, le propriétaire. Il dit « Je veux louer une partie de la maison. Un T5 de seulement 100 mètres carrés sur un total de 400 mètres carrés. Or, il s'est approprié toute l'habitation, fait de la sous-location à ses parents et exerce son métier sur place alors que je ne lui ai pas donné l'autorisation. C'est quoi, vous exercez quel métier? Menuisier. Menuisier sur place? Oui, tout à fait, oui. Et vous sous-louez à vos parents? Et je ne sous-loue pas mes parents. Mes parents, ils sont en perte d'autonomie. J'ai la charge de mes parents. Et il donne une explication sur son geste. J'ai prévenu mon huissier, comme vous l'avez dit, que j'allais venir sur place pour effectuer des travaux dans les 48 heures qui suivaient la sommation. Donc il vous a fait une sommation qui vous disait quoi? Une sommation qui disait que je devais lui donner accès à la propriété. Alors, ce sont des travaux d'aération. Il m'a dit que j'étais dans mon bon droit. La partie de la maison que j'ai modifiée, c'est la mienne, pas celle du locataire. Est-ce que c'est vrai qu'il vous a loué que 100 mètres carrés sur les 400? Alors, pour justifier de ça, on a fait... Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai du tout. On a fait un constat d'huissier. Le constat d'huissier... Les photos derrière.
toute la maison, d'accord? Et il a justifié le constat d'huissier que c'était bien un T5. Tout compris. Il n'y avait pas. D'accord, que 100 mètres carrés. Alors, vous savez, cette histoire de T5, de T3, de T2, il a fallu que je l'explique même à la gendarmerie, parce que les gendarmes ne comprenaient pas l'histoire. Ils ne comprenaient pas l'histoire. Ils me disaient, oui, mais vous avez loué, vous avez une grande maison. Mais oui, mais un T5, monsieur, c'est pas 2 chambres et un salon. Et c'est là qu'il y a un blême. Sur le bail, il n'y a pas les mètres carrés sur le bail on n'inscrit pas les mètres carrés? Non, on n'inscrit pas les bails. Les mètres carrés, on ne les inscrit pas, surtout sur une maison où... Ah bon? Alors, attendez, on va être clair. Sur le bail, sur celui-là, il est marqué environ 100 mètres carrés. Voilà. Environ 100 mètres carrés. Parce qu'il y a une partie de la maison qui n'a jamais été finie. Donc, elle ne peut pas être considérée comme habitable. Il y a marqué une maison, un garage en sous-sol, 5 pièces principales, 100 mètres carrés de surface habitable. Voilà. Habitable. Il y a marqué ça sur le bail. Dans le bail. On y est, hein, tout à fait, mais on est entièrement d'accord là-dessus. Moi, je loue bien un T5 d'environ 100 mètres carrés. Ouais. Pourquoi il vient en détruire une partie? Parce que là, il a détruit 2 chambres. Donc aujourd'hui, c'est plus un T5. Mais vous aviez 400 mètres carrés ou 100 mètres carrés? Non, j'ai 100 mètres carrés à peu près. D'accord. Quand il dit 108 mètres carrés, exactement. Quand il dit 400 mètres carrés? Alors, il inclut les sous-sols, les garages, et une partie de la maison qui est de l'autre côté, qui n'a jamais été terminée. Parce que pour la petite histoire, cette maison, elle est en procédure avec la mairie de Moissac-Bellevue. Donc le maire de Moissac-Bellevue a bien insisté là-dessus, c'est qu'il n'a jamais donné d'autorisation de travaux, puisque cette maison, elle est en non-conformité. D'accord. Voilà. Donc c'est un drôle de statut. Hein. La justice vient de déclarer qu'elle ne pouvait rien faire par manque de preuves. Non, voilà. Le dossier, l'avis aux victimes que j'ai reçu, ça a été... C'est drôle. Le mec, il vient avec... C'est ça. Il y a des photos. Non, mais c'est quoi par manque de preuves? Ils disent quoi? Ah ben, en fait, c'est là que la justice, elle reste silencieuse. Comment on peut prendre sur le fait, il y a des aveux, hein. Ouais. Alors, moi, je deviens un peu parano et je me dis que les gendarmes n'ont pas transmis les aveux au parquet. Mon avocat a transmis un constat d'huissier. C'est quand même, c'est pareil, un constat d'huissier, c'est quand même une preuve irréfutable. Et aujourd'hui, on vous dit, ah ben non, mais il n'y a pas de preuve. Non, ça, c'est pas une preuve. Voilà. Alors, et c'est dur à accepter. Alors, la clim, ça. C'est pas ma maison. C'est pas ma maison. J'y habite dedans. Et... Maintenant, vous habitez où? J'habite dedans. Ah, toujours? Voilà. Mais comment vous avez fait? Vous avez la clim, en fait, direct. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous habitez dedans, là? Comment vous avez fait? Alors, toute la partie qui a été cassée a été sécurisée. On a nettoyé les déblais et on a sécurisé cette partie-là. Et on a réaménagé la maison pour pouvoir y habiter dedans. Et donc, vous payez toujours à ce propriétaire? Alors aujourd'hui, je ne paye plus de loyer. Tout simplement parce que j'ai plus de propriétaire. C'est une embellie pour vous. C'est assez incroyable. Alors pourquoi... Donc là, ils disent quoi, la justice? Là, la justice, elle vous dit très clairement... pour casser le bail qui est en cours. Parce qu'il y a un bail quand même. Donc non, mais là vous êtes dans votre bon droit de ne pas payer de... Ah ben totalement. Donc là, vous habitez tranquille à l'œil. Tranquille à l'œil, exactement. Ah ouais, c'est bien. Hein. Ouais, mais en fait, l'histoire se termine bien. Tous les gens qui nous regardent vont dire, venez péter une partie de la maison, moi je dors tranquille. Non, mais c'est vrai. En fait, le drame, il n'est pas là. Il est que la maison, déjà, elle était dans un état insalubre et aujourd'hui, on fait tout le temps des travaux dedans. C'est-à-dire que l'électricien est venu pour la conformité. Et là, vous payez zéro, là. Donc tout l'argent, vous le mettez dans les travaux. Voilà, on met dans les travaux en accord avec les propriétaires actuels. Où ils sont très contents qu'on... Là, aujourd'hui, tout ça, c'est propre, il y a un jardin qui a été refait. Donc, il y a des propriétaires? Oui, il y a des propriétaires. Mais ils ne veulent pas de loyer? Alors, ils ne peuvent pas. J'ai envie de vous dire, Sartok l'a dit. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est très compliqué parce que ça rentre dans le cadre de la justice. Actuellement, il y a une procédure pour acquérir cette maison où il y a eu appel. Donc, tant que l'appel n'est pas donné... Là, il y avait le tractopelle. Voilà. Je vois que ce soir, on fait les jeux de mots. Exactement, oui, ça. Mais vous êtes content, alors? Là, vous êtes content? Non, parce que je pense que comme tout le monde, on est locataire, on paye un loyer, point barre. Là, vous êtes locataire, vous ne payez pas de loyer? Oui, mais on travaille beaucoup. Et puis, il y a une espèce d'insécurité. Aujourd'hui, on a été obligé d'y mettre un chien, de mettre des caméras vidéo. Caméra vidéo, ça n'arrêtera pas le tractopelle. Hein. Non, mais par contre, on sait qui vient. D'accord, très bien. Là, vous savez aussi. Aujourd'hui, vu la réponse de la justice, je pense que la justice, elle aura un autre sens par rapport à moi le jour où ça arrivera à nouveau. Très bien. Olivier, en tout cas, ça se finit plutôt bien. Oui, bien sûr. Allez, merci en tout cas pour votre histoire. Tout de suite, Magellan sur TV8. N'oubliez pas la télé, c'est que de la télé. Merci beaucoup.